Excellent après-midi. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fraud de 16h à 18h. Le Ciné Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinéparis.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour ce lundi, bienvenue en ce 26 septembre pour votre talk de fin d'après-midi 16h-18h tous les jours, évidemment avec le plus grand plaisir, vous amis auditrices et auditeurs, pour nous appeler, réagir en direct à l'actualité au 01 40 33 9000, le standard, vous êtes évidemment ouvert. À mes côtés aujourd'hui, Monsieur Philippe Bouriaki, conseiller régional Île-de-France, porte-parole national de l'écologie au centre. Salut Philippe. Salut mon Christophe. Comment ça va? Ouais, bah écoute, beaucoup mieux que Julien Bayou. On en reparlera dans quelques instants. Justement, ça tombe bien que tu sois là parce que il se passe des choses concernant Juju. Qu'est-ce que tu foutais à Lyon ce week-end? Ah ben c'était le Conseil national de l'écologie au centre et on a le bureau, présentation du bureau, présentation des porte-paroles, présentation des objectifs, présentation de ce que nous allons faire aux européennes. Donc je vous annonce qu'il y aura une liste aux européennes de l'écologie au centre. Je réserve plein de surprises pour d'ici 6 mois, pas avant, je peux pas vous dire tout. Gabal Abina, fondateur du MDC, est avec nous. Salut mon Gabal. Bonjour Christophe, bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Eh ben, on va très bien mon Gabal. Et notre ami Ali, notre directeur commercial, est avec nous. Salut mon Ali. Bonjour à tout le monde. Comment ça va mon Ali? Bah ça va. Hein. Avec la pluie parisienne. Bah écoute, on l'a demandé, elle est arrivée. Hein. Ouais, quelle bonne idée de venir en voiture, hein, franchement. Ouais, c'est vrai. Ouais. On l'a demandé, je suis pas sûr. Hein. Ouais, si, je parle de sécheresse partout, donc c'est bien. Ah ouais. Ouais. Je parle pas. Tu parles d'eux. Bon, bien près du micro mon Ali, c'est parti pour le programme. Ouais. Le Grand Forum avec Christophe Fraud sur France Maghreb 2. Une battle qui promet d'être très sympa tout à l'heure en fin d'émission. La France doit-elle davantage aider l'Ukraine? C'est la question que l'on se pose, que je vous pose et à laquelle vous répondez sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous n'êtes pas très généreux parce que vous êtes seulement 21% à dire oui. Voilà, autant dire que la majorité dit non, il faut qu'on arrête les dégâts. On en reparlera, on en débattra tout à l'heure. Le quiz, évidemment, en fin d'émission. On parlera des réseaux sociaux. Ont-ils un avenir pour nos démocraties? On se posera quelques questions là-dessus parce que on a vu qu'au travers quelques révolutions, les réseaux sociaux ont eu un rôle primordial. Le zapping, bien entendu. Et puis, notre premier grand débat sera consacré à l'Italie avec une percée historique de l'extrême droite. Et pour la première fois en Italie, ce sera une femme qui sera présidente du Conseil d'ici quelques semaines. Victoire de l'extrême droite. Au prochain tour, c'est à qui? Eh bien, on verra. On en reparlera, on en débattra. En tout cas, c'est quand même assez important et ça mérite que l'on en parle, que l'on débatte évidemment dans quelques instants. Et le fait du jour, évidemment, c'est la suite de l'affaire Julien Bayou avec une nouvelle démission à son compte aujourd'hui. Et il promet de s'exprimer, on vient de l'apprendre dans un communiqué dans quelques heures et il juge sa situation ubuesque. On y reviendra d'ici quelques instants. Pour l'heure, c'est les clins d'œil. Le Grand Forum, Christophe Fraud, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Alors messieurs, je vais faire appel un peu à votre mémoire pour parler un peu de cinéma. Si vous êtes des amateurs, je cherche une chanteuse, actrice anglaise qui est née, donc c'est son anniversaire aujourd'hui, en 1948 et elle a été révélée notamment aux côtés de John Travolta, de qui s'agit-il? Olivia Newton-John. Ah ouais. Grease, qui a vu Grease? Tous? Ouais, 50 fois, je pense. Ouais, tout le monde? Moi, 50 fois. Ouais, quand même. Avec ce petit refrain sympa là. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? La coupe de John Travolta, c'est la mode. Ah ouais, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal à l'époque, avec les blousons. Et puis il y a déjà 3 ans que notre ancien président Jacques Chirac nous a quittés. C'était en 2019 et on peut dire que la planète entière l'a salué. Il fait les gros titres des journaux télévisés européens. Le décès de Jacques Chirac a ému au-delà de la France. Parmi les premiers dirigeants à réagir,
la chancelière allemande. On la voit ici aux côtés de Jacques Chirac en 2006. Par la voix de son porte-parole, Angela Merkel se dit très attristée par le décès de l'ancien président français. Il était un formidable partenaire et un ami. Je pleure avec sa famille et avec les Français, un grand homme d'État et pour l'Europe. Au Royaume-Uni, le Premier ministre s'est extrait de la tourmente du Brexit pour saluer un formidable dirigeant qui a façonné le destin de la France. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, évoque lui un leader qui a marqué la politique européenne. Le président de la Commission européenne se dit dévasté. Pour lui, l'Europe perd non seulement un grand homme d'État, mais pour lui, c'est aussi un grand ami qui s'en va. Voici ce qu'il a déclaré. Je veux rendre hommage et honorer le travail considérable qu'il a accompli toute sa vie, et son héritage pour la France et l'Union européenne restera à jamais gravé dans nos mémoires. Le président russe Vladimir Poutine rend hommage à un dirigeant sage et visionnaire. Le chef du Kremlin, au pouvoir depuis 1999, a également fait part de ses condoléances à ses proches. En 2006, Jacques Chirac, alors au pouvoir, avait remis la Légion d'honneur à Vladimir Poutine. Au Liban, le Premier ministre Saad Hariri, dont le père était un grand ami de Jacques Chirac, déplore lui la disparition de celui qu'il qualifie de l'un des plus grands hommes de la France. En Afrique, le président gabonais rend hommage à un grand ami de son pays, amoureux sincère de l'Afrique, et à celui qu'Ali Bongo Ondimba considérait comme un père spirituel. Alors, question toute simple, ça fait donc 3 ans que Jacques Chirac nous a quittés, l'ancien président. Si vous deviez retenir un fait marquant de sa vie politique, tiens Ali, par exemple. Moi, je pense que c'est peut-être la guerre en Irak, quand il a marqué son désaccord. En 2003. En 2003, avec Dominique de Villepin. Donc c'était, au niveau de la politique étrangère française, effectivement une forme d'indépendance qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Gabal ? Moi je dirais le haut et le bas. Le haut, effectivement, c'est la guerre en Irak, quand il a eu qu'il ait le courage de dire non aux Américains, ce qui était quand même pas mal, même si ça, malheureusement, ça n'a rien donné derrière. Et puis le bas, c'était pas son honneur, c'est juste après son arrivée au pouvoir, j'avais voté pour lui à l'époque. C'est les essais nucléaires en Nouvelle-Calédonie, enfin en Polynésie française, ça a été catastrophique, inutile et parfaitement stupide de sa part. Philippe ? L'Irak et le bas, le bruit et l'odeur. Ah oui. Ah ouais. En 89, je crois, à Orléans, c'est ça. Et puis il y a eu vous vous souvenez évidemment de son voyage au Proche-Orient, Tout à fait. Et de son coup de colère. Écoutez. Voilà, Jacques Chirac qui voulait rencontrer en fait des Palestiniens, et sauf que la police israélienne l'en a empêché. Il a poussé donc ce coup de colère, ce qui lui a valu une certaine notoriété dans le monde arabe, on peut le dire. Et puis, alors 2003, vous vous souvenez certainement de cette actualité, c'est Marie Imbert qui verse un produit toxique dans la perfusion de son fils Vincent Imbert, évidemment, qui était d'ailleurs tétraplégique, aveugle et muet depuis plus de 3 ans. Et puis ça avait lancé un débat national, évidemment, à la suite de cette actualité triste, donc sur l'euthanasie. Et il y a même eu d'ailleurs un téléfilm dont je vous propose juste d'écouter la bande-annonce. Vincent s'est réveillé! Mon fils s'est réveillé! On va tout réapprendre. Tu vas retrouver le moral et goût à la vie. Tu es fou, Vincent, qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends compte de ce que tu dis? Je préférais mourir que tuer mon fils! Je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Je veux mourir. Il m'a dit que si je l'aimais, je le tuerais. Je lui ai donné la vie, je vais lui offrir sa mort. Ce sera mon dernier cadeau. Ne jugez pas ma mère. Ce qu'elle aura fait pour moi est certainement la plus belle preuve d'amour au monde. Marie Imbert, l'amour d'une mère. Lundi à 20h50 sur TF1. Gros succès d'audience évidemment lors de sa diffusion, et puis bien entendu on en a beaucoup parlé de ce débat sur l'euthanasie. D'ailleurs on continue d'en parler encore récemment. Et puis, sauf si vous avez rien à dire là-dessus, je terminerai ces clins d'œil. Enfin non, je terminerai, il y en a encore 2, en 1985. C'est Coluche qui lance un appel à la radio sur Europe 1. Cet appel qui va donner naissance juste après au Resto du Cœur. Écoutez, cet appel, c'était sur Europe 1 aux alentours de 17h20, 17h30. Beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien gentil, vous chantez pour médecins sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ?» Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens
qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Pour l'instant, il ne s'agit pas de mecs qui cherchent une cantine, à qui je fais appel, mais de mecs qui veulent bien la sponsorer. Voilà. Coluche, Gamal. C'est on peut lire rappel sur Europe 1. Hein. Oui, c'est une émission quotidienne. Très intéressant. D'abord une chose, rappelons-nous que Coluche ne s'appelle pas vraiment Coluche. Il est d'origine italienne, hein, d'accord. Michel Colucci. Michel Colucci, donc un descendant d'immigrés qui a toujours su ce qu'était la misère puisqu'il en vient. Un homme généreux parce qu'il a su que, au-delà du fait qu'il était riche, célèbre et beaucoup aimé, eh bien il a su qu'il fallait penser à ceux qui étaient à la base et d'où il venait. Et il a donc créé ce fameux mouvement des restos du cœur, dont il disait d'ailleurs, il faut se rappeler de ça, qu'il espère que l'année prochaine il n'y en aurait plus. Donc il espérait que la misère s'arrêterait là, 30 ans plus tard. Ça existe toujours. Les restos du cœur, Philippe, c'est important. Aujourd'hui, ça fait partie chaque hiver d'ailleurs, de ceux qui en ont besoin évidemment. Voilà, c'est un passage obligé, malheureusement. Et de plus en plus. Hein. Ouais, bien sûr. À chaque fois qu'il y a la précarité qui augmente, forcément tu as plus de demandeurs des restos du cœur et eux ne reçoivent pas pourtant plus de denrées alimentaires pour faire face, et donc ça pose un problème au niveau de la structure, de la logistique, de l'aide, de l'accompagnement, mais c'est un désaveu de l'État. Ouais. Ali, 20 ans plus tard, enfin 30 ans plus tard, que dis-je ? Effectivement, pour un pays comme la France, hein, toujours en 5e, 6e, 7e puissance mondiale, aujourd'hui quasiment 40 ans, hein, on a 35, plus 35, ans, t'as raison. On se rend compte qu'effectivement c'est un sujet d'actualité, donc ce partage des richesses, effectivement, c'est vrai qu'il l'a anticipé, hein, il parle des grandes marques, et aujourd'hui, effectivement, j'espère en tout cas que son message, alors les restos du cœur, qu'on sait qu'après ça a été repris par des chanteurs et tout ça, là, avec leur tournée, je sais pas si c'est ultra efficace, c'est les enfoirés, c'est ça, hein. Ouais, les enfoirés, ouais. Ça lève quand même des fonds. Moi, j'aime pas tellement les gens qui participent, mais ça lève des fonds. C'est déjà si ça lève des fonds, effectivement, c'est une super. Il n'y avait pas à l'époque tous les réseaux sociaux, quand t'imagines. Hein. Il y avait tout ça. Il a réussi à mobiliser sur les quatre coins de la France ces restos du cœur. Et sincèrement, coup de chapeau à ce grand monsieur. Et puis un dernier petit clin d'œil, c'est en 1965, la reine Elisabeth II décore un groupe mythique de l'ordre du British Empire, les Beatles, évidemment, une des grands succès des Beatles que je propose d'écouter dans une version d'ailleurs enregistrée à la télé, c'est Let It Be sur France Maghreb 2, dans les clins d'œil de ce lundi 26 septembre, les Beatles, c'est maintenant. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of
when I find myself in times of heartache, Brother Malcolm comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my time of darkness, he is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. There will be an answer, let it be, yeah. La version complète et entière de cette version enregistrée à la télé de Let It Be de les Beatles, donc sur France Maghreb 2. Scarabée. On peut passer les Beatles sur France Maghreb 2 comme on peut les passer ailleurs. Absolument. Ça n'appartient à aucune radio. Ouais. On les salue d'ailleurs chez RFM. Je suis pas sûr qu'ils passent les Beatles, mais bon. Si, chez RFM, RFM. Ah bon, tout le monde les va. Ouais. Bah écoute France Maghreb 2 aussi, voilà. C'est aucune radio comme les autres. Voilà. T'as vu direct. L'ouverture, ça s'appelle l'ouverture d'esprit. Mais tu passes un extrait, tu passes pas. Non, je passe ce que je veux, c'est mon émission. Il faut c'est bon. T'as 2 heures pour l'entrée. Je demande aux auditeurs d'appeler et de demander. Ne demandez rien du tout, c'est moi le chef. D'ailleurs, Shana Tova déjà pour commencer. Shana Tova à tous les juifs évidemment du monde. Vous pouvez le traduire s'il vous plaît, je connais pas. Bonne année. Shana Tova. Donc c'était donc les Beatles décorés par la reine d'Angleterre en 1965, ça méritait bien quand même ce clin d'œil, s'il vous plaît. Dans un instant, tiens, on va parler d'un personnage qui vit au cœur de l'actualité, qui est dans ton ex-famille politique, mon Philippe. Je connais pas. Julien Bayou. Julien partout, son nom c'est Julien partout. Il a démissionné ce matin, mais pas de député. Attention, il est toujours député. Ouais, toujours député. Il a démissionné donc de la coprésidence du groupe à l'Assemblée nationale. Et du secrétariat national, donc 1005 ans moins dans. Et il va s'exprimer dans les quelques heures à venir, a-t-il dit, par communiqué. Parce qu'il juge cet épisode et cette situation dubuesque. On en parle dans un instant, à tout de suite. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Philippe Boyaki, Ali et Gamal Abina sont avec nous sur France Maghreb 2. Alors le fait du jour, évidemment, ça bouge beaucoup en ce moment dans des affaires d'ordre privé à la base, qui se retrouvent sur la place publique, et ça concerne évidemment Julien Bayou, qui a démissionné aujourd'hui, ce matin, pas plus tard que ce matin, de la coprésidence du groupe à l'Assemblée nationale. Auparavant, il avait mis fin à ses fonctions au sein du parti d'Europe Écologie Les Verts. Il promet une riposte dans les quelques heures à venir, dans un communiqué pour juger cette situation totalement ubuesque. On rappelle les faits. Évidemment, c'est son ex-compagne qui, évidemment, ils sont en divorce, et elle l'a accusé d'avoir reçu une gifle, ce qu'il a reconnu d'ailleurs, Julien Bayou, assez rapidement. Et une gifle non, elle n'est pas gifle, je te raconte. Non, elle n'est pas gifle. Une gifle. Tu confonds. Non, tu confonds avec Atnas, toi. Ouais. Ah oui, pardon. Vas-y, pardon. Effectivement, la gifle, c'est Katnas, pardon. Alors, pour Julien Bayou, c'est effectivement c'est de la violence psychologique, emprise sur sa compagne, femme ou compagne, j'en sais rien d'ailleurs. Et Sandrine Rousseau, qui a été un petit peu interpellée sur ce sujet, a dit avoir rencontré l'ex-compagne de Julien Bayou, qu'elle était dans un état psychologique très grave, et qu'elle avait même d'ailleurs tenté de se suicider. Depuis, donc, c'est évidemment Julien Bayou qui a dû démissionner du parti et de la coprésidence du groupe à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Son poste de secrétaire national est toujours adhérent. Oui. Il est adhérent, mais il a plus de fonction. Moi, j'ai démissionné du parti. Voilà. Il est simple adhérent. Donc, aujourd'hui, voilà, Bayou on s'y perd avec les affaires, la répétition Katnas, Bayou, qui d'autre encore, il y en a plein. Voilà, bon, tout ça, franchement, ça fatigue pas les Français, Philippe, tout ça? Je sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, Julien Bayou a le soutien de Marion Maréchal Le Pen, de Christine Kelly, enfin, de la classe du Rassemblement National de l'extrême droite. Kelly, extrême droite, t'exagères un peu. C'est quoi? C'est Zemmour? C'est une journaliste, Kelly. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, journaliste. Elle travaille sur CNews. Ouais, non, enfin, ça, c'est pas où est-ce qu'elle travaille. C'est diffuse des informations. Ses positions sont surprenantes, mais
Ah non, c'est juste ce qui m'intéresse. Il y a un nettoyage de la classe politique, je vois pas pourquoi il y aurait un nettoyage pas médiatique mais judiciaire au niveau des justiciables lorsqu'ils font des fautes et des impairs. Bah aujourd'hui il y a une nouvelle moralisation. Lorsqu'ils sont soupçonnés de faire des fautes et des impairs, faut rappeler que c'est un soupçon. Oui, enfin non. Si, il est soupçonné pour l'instant. Non, mais j'enquête. Je dis de la classe politique, j'ai pas parlé de Julien Bayou. Oui, en général. Julien Bayou n'est pas. Je sais qu'il est partout, mais il n'est pas toute la classe. Non, j'ai dit lorsqu'ils sont, donc pas lui, soupçonnés. Il faut dire soupçonnés, pas lorsqu'ils ont commis des impairs. Non, lorsqu'ils ont commis. Il y en a qui ont commis. Balkany a commis. Oui, il faut que c'est acté. Pas avant. Ouais. Mais je ne parle pas de Julien Bayou. Je parle de ceux qui ont commis. Mais je te parle de tous ceux qui sont soupçonnés. Mais non, je parle pas de ceux qui sont soupçonnés aujourd'hui. Je parle de ceux qui ont commis. Ah, ils ont commis, c'est clair. Voilà. Et donc il y a un nettoyage. Et donc Adrien Quatennens a reconnu d'avoir mis une gifle, donc il a commis, on est d'accord. Il a commis, mais est-ce que c'est du pénal? C'est les questions qu'on doit poser maintenant. Non mais quelles sont la gravité des faits qui interpellent? Parce qu'aujourd'hui on mélange des faits mineurs avec des faits majeurs. Alors la gravité des faits qui sont interpellés là sur l'histoire de Julien Bayou, ce que je peux vous dire en la connaissance des documents et des pièces que j'ai en avant-première sur France Maghreb. Non. Bah si. Non, mais c'est que on parle d'emprise psychologique sur personnes en situation de vulnérabilité. C'est ce que tout le monde sait, ça. C'est ce que moi je sais, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui va sortir dans la presse cette semaine. Ah, carrément. Oui, c'est ce qui va sortir dans la presse cette semaine. On parle de moralité, quand Julien Bayou vient et qui crée Jeudi Noir et qui dit oui, il faut réquisitionner les bureaux et en faire des logements, alors que lui-même, depuis 2003, est l'héritier d'un logement qui a été transformé en bureau et qui touche des loyers. Si tu veux, bah ouais, mais sauvons les riches, je comprends maintenant le collectif Sauvons les riches de Julien Bayou. Non, si tu veux, quand tu viens donner des grandes leçons à tout le monde, faut être un petit peu clean quand même. Et là en l'occurrence c'est vrai que il y a un flou juridique là-dessus, mais ça peut être on peut se projeter sur ce que les sectes ont fait. Les sectes, tu sais, ils ne sont pas comment ça s'appelle, ils ne sont pas les sectes, j'ai pas compris. Non mais je vais t'expliquer. J'y arrive. Justement, je me pose des questions. Non mais si tu me laisses finir, tu vas voir que je vais y arriver, ta question sera déjà répondue. Les gourous des sectes ne sont jamais sanctionnés sur le fait de l'emprise sur personnes en situation de vulnérabilité. Ils sont sanctionnés sur le fait que les gens sont séquestrés, qu'ils ne peuvent pas sortir, qu'ils ne sont plus libres de leur mouvement, qu'on leur demande de faire des choses contre leur gré, contre leur volonté, parce qu'ils sont complètement sous l'emprise. Et donc, visiblement, certaines personnes font le parallèle entre Julien Bayou et l'emprise. Et là, je te parle pas d'une nana, je t'en parle de plusieurs. Moi, je vous en parle de plusieurs, et je vous demande d'attendre quelques jours. Vous allez voir ce qui va se passer. Peut-être qu'on peut comprendre la démission de Julien Bayou. En tout cas, moi, je dis à Julien, si t'as rien à te reprocher, tu démissionnes pas. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas démissionné. Et quand j'ai été sanctionné pour des choses que j'ai pas fait alors que j'ai gagné le vote, j'ai été devant la justice, puisque c'est la justice qui fait foi, et la justice m'a donné gain de cause et raison. Après, faut être balèze psychologiquement. Alors là, t'as interpellé un truc important, parce qu'en justice, ça n'existe évidemment pas, c'est le principe, le caractère pénal de l'emprise. Ça n'existe pas, parce que pour caractériser l'emprise, j'ai envie de dire que un chanteur, il y en a en prison actuellement qui séduisait des jeunes filles de moins de 18 ans. Elles étaient évidemment, et de façon évidente, sous emprise parce qu'elles étaient incapables de répondre à un adulte avec les Je suis pas sûr que ça n'existe pas l'emprise. Non, ça n'existe pas en justice. Non, c'est très compliqué. Si une avocate nous écoute, mais tu peux. Non, en justice, elle Basma Maghrémi, appelle-la. Non, il faut une pénaliste, mais il faut caractériser l'emprise. Ouais, une pénaliste, c'est pénaliste, Maghrémi. Oui, je sais pas. Mais ce qui est sûr, il faut caractériser l'emprise d'un adulte sur un enfant est évidente. Parce que l'enfant n'a pas les capacités intellectuelles et les capacités humaines, et même le recul pour comprendre qu'il est manipulé. En revanche, l'emprise d'un adulte sur un adulte, c'est plus compliqué. C'est en cela que c'est pas caractérisé. Et on a un dossier qui précède celui-ci, puisque tu viens d'en parler, c'est le dossier Ramadan. Aujourd'hui, la seule base juridique sur laquelle il voudrait l'attraper, c'est sur la question de l'emprise, qui a été d'ailleurs soulevée par les 3 psychiatres qui ont fait leur expertise. Donc, pour lui, c'est cour d'assises. Oui, il va aux assises, parce que précisément, s'il y a une emprise... C'est jamais bon d'aller aux assises. Ben non, c'est catastrophique, mais s'il y a une emprise, et que les filles ont donc été sous emprise et n'ont pas été capables de faire face à ce qu'elles disent être des viols, à ce moment-là, effectivement, ça devient un crime. Et c'est pour ça que ce qu'il dit là est intéressant, parce que si Bayou, et moi je ne sais rien de cette affaire, mais juste ce que je dis Philippe, si Bayou effectivement avait des femmes qui étaient faibles psychologiquement, incapables de se défendre et sous emprise, effectivement, là ça peut devenir une affaire. C'est ça le truc, parce que sous emprise ça veut tout et rien dire, mais les faits. Par l'occurrence, selon BFM, il y a un truc qui vient tomber. Une dizaine de membres du parti Europe Écologie Les Verts préparaient une motion d'urgence de révocation à l'encontre de Julien Bayou pour le
contraindre à quitter ses fonctions de secrétaire national avant que celui-ci l'annonce dans un communiqué de presse. Je trouve que c'est pas très courageux de sa part. Faut rester, faut se battre. Juju, je peux te donner des cours. Je peux te donner des cours. Il est mauvais. Soyons sérieux. Je suis sérieux. T'es fou. Non, mais... Attends, t'as pas vu ce qui m'est arrivé? Moi, j'ai pris 7 pages dans Mediapart, s'il te plaît. Oui, mais on s'en fout de Mediapart. Ah bah d'accord, on s'en fout. C'est pas un petit journal. C'est un petit journal. J'ai divorcé, moi, grâce à ça. Donc, Question. On parle effectivement de ce qu'il aurait fait, mais les faits, c'est quoi? Les faits, je viens de te le redire. Les faits, c'est d'emprise psychologique sur personne en situation. Les conséquences, je veux dire. Les conséquences, voilà. Les conséquences, c'est que tu as quand même une nana qui a fait une tentative de suicide. On en a une autre, d'après mes informations, qui a dû partir à l'autre bout du monde pour sortir des griffes et des gens qui ont été plaqués de manière indélicate, à qui on aurait promis, donc je mets tout au conditionnel bien évidemment, à qui on aurait promis monts et merveilles, mariage, enfants, vie ensemble. Une autre, elle est dans le bureau du notaire en train d'attendre pour signer le bien immobilier, et qu'elle est toute seule dans le bureau du notaire. Enfin, tu vois, des trucs pas très reluisants pour un type qui donne des leçons de morale à tout le monde. C'est ce qui serait officiellement reproché à Julien Bayou, mais pénalement. Mais ça relève pas du pénal, ça. Ça relève pas du pénal. Ça relèverait du civil, peut-être. Oui, encore. Faudrait appeler Besma. Non, ça relève du civil, il n'y a pas de problème. Parce que c'est une question de gravité, de somme en jeu. Il n'y a pas d'arnaque. C'est pas quelqu'un qui fait de l'emprise et qui a pris de l'argent de ces gens-là. Physique. Comme le mec. Alors. Non, la seule violence, ce que je sais, c'est la tentative de suicide, c'est l'état avéré, effectivement, là c'est très grave. Alors, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de violence physique, mais il y a des pratiques qui ont été faites avec un consentement, mais parce que cette personne était sous emprise. C'est super compliqué. Là, on ouvre une nouvelle page de juridique française, hein. Blague à part. S'il y a une jurisprudence Philippe Boyer qui pourrait élever, mais là, il y a une jurisprudence Julien Bayou. Je le dis avec le sourire, parce que certains pourraient dire, putain, il n'a pas de cœur, etc. Je peux vous assurer que moi, ce qui m'est arrivé, il y a quand même des proches de Julien Bayou qui sont très 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 impliqués, et ça serait surprenant que Julien Bayou ne soit pas au courant. Faut pas que ça soit un règlement de compte non plus. C'est pas un règlement de compte, c'est la justice, mon pote. Parce que tu dis là, il y a des proches de Bayou par mais je peux t'assurer qu'il y a des proches de Bayou. Oui, mais c'est moi l'affaire. Sur ton affaire, très très proche de Julien Bayou, à qui il a donné à manger. D'ailleurs, je lui avais envoyé un texto dans ce sens-là en disant, là, je te parle de ça du 10 septembre, avant que tout ça arrive. Je dis, écoute, va falloir que tu sois fort cousin, parce que ça va être compliqué là, ce qui va t'arriver. Tu vas pourtant sortir, là, va falloir très très fort. Ali, sur cette affaire Bayou. Sincèrement, ça c'est. Je trouve ça franchement très très bas. C'est alors là, dans ces cas-là, dans la politique, il faut instaurer la notion de moralité. Parce que la moralité. Donc, est-ce que la moralité existe en France dans la politique? Non, bien sûr. Bon, Philippe a souligné avant, a donné l'exemple d'un monsieur qui s'appelle Balkany, qui effectivement lui a été condamné, d'accord, mais la moralité, ça veut dire quoi? Parce que sincèrement, regarde, si tu commences demain matin à dire, et on n'est pas contre les violences, le nombre de personnes qui sont dans des entreprises, qui ont subi du harcèlement, qui ont été licenciées, le nombre de secrétaires qui ont malheureusement ont dû accepter ou ne pas accepter. Donc, franchement, on ouvre quoi? La boîte de Pandore, là? Dans ces cas-là, on va pas finir, hein. On aura tous les jours des histoires des Bayous, parce qu'il y en a, je crois, tous les jours, hein. Dans les mairies, dans les écoles, au niveau professionnel, hein, ça existe, hein, à tous les niveaux. Il y a des filles qui aujourd'hui subissent de la pression, hein, d'une forme de harcèlement. Donc maintenant, par contre, et là je peux rejoindre peut-être Philippe, sur la notion peut-être d'exemplarité, c'est vrai que quelqu'un qui peut être un parti qui est pour l'égalitarisme, qui met en avant ce genre de valeurs, là peut-être que eux, ils ont instauré la moralité dans la politique, alors personne n'a demandé, hein. Donc c'est plutôt eux qui ont demandé. Donc c'est vrai que s'il instaure lui la moralité dans la politique, ah ben il est certain qu'effectivement, mais après derrière tu vois, regarde, toi-même on est là, on dit alors oui, il lui a fait mal, est-ce qu'il l'a fait psychologiquement, il n'a pas été gentil avec elle, il a harcelé, ouais. Je veux dire sincèrement, on va aller où là, au tribunal civil, on va aller au pénal. Je pense que sincèrement, honnêtement, je pense que c'est lui et sa moralité de lui dire, écoutez, est-ce que vous pensez sincèrement que vous êtes un homme politique parfait pour représenter l'écologie, hein, parti égalitaire, indépendamment même de toutes les histoires qu'il a fait. Hein. Ali, pardon, mais il y a une question importante. Oui. Et ce qu'a dit Philippe, il a raison. Oui. Si Julien Bayou dit qu'il n'a rien à se reprocher, ça peut arriver. Je veux dire, la présomption d'innocence, elle existe et elle doit exister. Pourquoi a-t-il choisi de démissionner? Moi, je pense que, pour rejoindre ce que dit Philippe, moi, je pense que par rapport à ce que dit Philippe, certainement, il était fortement peut-être déjà pas courageux.
Voilà. Il n'est pas prêt à assumer. Mais comment tu vas aller te défendre? Moi, sincèrement, je lui pose une question très simple. Monsieur, vous êtes un homme politique. Vous aspirez à d'autres fonctions. Vous êtes secrétaire général d'un parti, l'égalitarisme, vous êtes député. Maintenant, est-ce que sincèrement, au niveau moralité, moi je parle de moralité, parce que derrière, voilà, c'est comme, est-ce que vous estimez que vous représentez? Et là, il dit oui ou non. S'il dit oui, bah, il reste. Non. S'il dit non, bah, dans ces cas-là, il part. Mais tu vas faire quoi? Tu vas aller quoi? Chercher, parce qu'il a grondé. Jacques Chirac, on a parlé de lui, je pense Jacques Chirac a peut-être cours de jupon, Sarkozy certainement, François Hollande certainement, Mitterrand, regarde, tout ça. Donc, voilà, par exemple, qu'est-ce que tu fais de François Hollande qui va voir sa meuf? Alors, c'était très immoral. Tu vois, attention. Il y a un autre problème. Oui. C'est que Julien Bayou, devant le micro, Boriquet. Ouais, oui. Julien Bayou était un des premiers à attaquer Abad, à attaquer Darmanin. Ah oui, mais c'est ce que mais moi, aujourd'hui, là, j'aimerais quand même contrebalancer parce qu'on va peut-être se calmer. Bon, Philippe, manifestement, il est un petit peu énervé contre Bayou. Non, pas du tout. Je rappelle. Non, mais je propose de boire un verre ensemble, je suis. Oui, un verre, mais je sais pas s'il finira pas sur son visage, mais quoi qu'il en soit. Jamais. Quoi qu'il en. Oui, mais t'as vu, non, mais tu accrédites le fait que je peux être un mec violent, c'est pas vrai. Non, pas violent. C'est pas violent, c'est mignon. Non, mais un verre en plein visage. Mais qui n'a pas pris un verre sur le visage? Moi, jamais. Moi, tout le temps. Qu'est-ce que je veux dire? Plus un nouveau dossier à la radio. Abina, attention. Face à un flic. Uniquement devant les flics. Ok, d'accord. Non, mais plus sérieusement, par rapport à ça, moi, j'ai envie de dire, pour contrebalancer un peu, alors, effectivement, je te rejoins, Ali, sur une question. D'abord, la morale. En politique, c'est aussi bête que de parler d'humaniser la peine de mort. Faut arrêter de se moquer du monde. C'est un non-sens. Ensuite, moi, j'ai envie de dire simplement, c'est qu'il y a quand même, et je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a quand même, en termes pénal, des degrés. Là, ce qui lui est reproché, sauf la tentative de suicide de la fille, effectivement, qui pourrait poser un vrai problème, sinon, ça n'est pas du pénal. On peut pas comparer Bayou, s'il a une posture par rapport à des viols supposés, et moi, j'aime pas le côté on crie au loup, mais les viols supposés de personnes, s'il dénonce le viol, il a raison de le faire, comme tout le monde doit le faire. Parce qu'on ne lui reproche pas d'avoir violé une femme. Le viol est un crime. Le meurtre est un crime. Pousser des femmes, les manipuler pour les séduire. Et la question qui se pose, c'est l'homme politique ou le chanteur ou je ne sais quel célébrité, enfin quel personnage public utilise son pouvoir de séduction pour pouvoir obtenir des faveurs d'une femme. Ça, c'est classique. Il n'y a aucune nouveauté à bord. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on ne peut pas mettre sur le même niveau de critique, et c'est en cela que Bayou a fait ce que son parti lui a demandé de faire, comme c'était le cas chez la NUPES en général et chez LFI, c'est que dès que quelqu'un est soupçonné d'avoir fait quelque chose qui n'était pas éthique, il parle d'éthique évidemment, à ce moment-là, il doit prendre une page de rentrée. Donc il a appliqué ce que son parti lui a dit. C'est pas une question de lâcheté, je pense qu'il était obligé. Maintenant, deuxième aspect, c'est que moi je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'un homme qui a été élu député, qui a une fonction à remplir, qui est celle de discuter et de voter des lois, soit attaqué pour des questions personnelles alors qu'il n'y a même pas eu de procès. Je ne peux pas accepter ça, parce que là on va aller très loin. Est-ce qu'on ne va pas lui faire croire qu'un seul homme politique n'est pas un séducteur? Ici on sont tous. On séduit par le vote. Dans la politique, attends. tous les niveaux. Puis-je te faire écouter ce que disait Julien Bayou il y a quelques mois sur Damien Abad? Sur le viol. Le viol, c'est grave. Attends. Ben, on ne sait pas si Damien Abad a violé. S'il a violé. Non, si. Oui, si, il y a présomption d'innocence. Non, mais on ne sait pas. Non, mais dans les cas où. Non, mais regarde ce qu'il disait. Pour les puissants et une justice pour les donc Damien Abad et le gouvernement ou pas? Le plus simple, c'est qu'ils se mettent en retrait, qu'ils démissionnent. Ce qu'il a fait lui. Que la justice puisse faire son travail en toute sérénité et qu'ensuite, eh bien, on avise sur sa situation. Vous voyez, et ça se passait comme ça, il y a quoi? Il y a au tournant pour les puissants et une justice pour les... Moi, j'allais dire simplement, c'est que là, il dit pas une chose qui me choque, il dit exactement ce que quelqu'un soupçonné d'un crime doit faire. Quelqu'un soupçonné d'avoir été pas sympa avec sa copine ou une gifle, par exemple l'histoire de la gifle, c'est vrai que c'est pas bien, mais de là à le mettre comme si c'était un criminel au même niveau qu'un criminel, il y a quand même des limites. Encore une fois, en justice, on a des degrés. Je donne juste, on va pas juger un type qui a fait une bêtise au niveau du tribunal de police de la même façon qu'un type qui va au tribunal d'instance pour des questions de loyer, ou qui va au tribunal de grande instance quand ça commence à monter en somme, et qui va au pénal dont on parle, les assises. On va pas les juger de la même façon. Un crime, c'est très grave, c'est le degré ultime de la justice française. Donc on peut pas comparer. J'ai juste une question là, Christophe, je me permets. Est-ce que cette femme là, ou sa compagne, a porté plainte? Non. A priori, non. Non, on n'a pas porté plainte. A priori, il n'y a pas de plainte pour l'instant. Donc, non, mais c'est pas. Il n'y a pas de plainte. Voilà, donc il est comme délicat. C'est selon les dires de son dénonciation. Pour l'instant, il n'y a pas de plainte. Mais non, mais on n'est pas. T'imagines que vous. Non, mais là, on est sur le racontard. Voilà, là, on est chez Voici et les magazines un peu de rue. Donc là, on est sur des rumeurs. On n'est que sur tu vois, des. Ah non, c'est pas des rumeurs. La tentative de suicide, c'est pas une rumeur. Non, mais c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a une plainte? Est-ce que la femme de suicide n'est pas formalisée? Elle n'a pas porté plainte, cette femme-là. Donc à partir du moment,
là où je le rejoins, et là je défends pas Julien Bayou, mais par rapport à Damien Abad, c'est qu'il y a eu des plaintes. Ouais, À partir du moment où il y a des plaintes, et des procédures. il y a des procédures, donc il est logique que l'homme politique là, je le défends pas, mais qu'il se retire. Maintenant, moi, si cette fille-là, c'est des missions, ou les 10 ou les 15 ou les 20, effectivement, peut-être, on fait un appel général à toutes les filles qui, effectivement, ont subi on l'a fait pour Ramadan aussi. On l'a fait pour Ramadan. Effectivement, que ces filles-là aillent porter plainte au tribunal et tout ça. Là, effectivement, à partir du moment où il y a une action en justice, il est peut-être d'un point de vue moral. Sinon, t'imagines demain matin, ben toi, tu regardes demain matin, tu es président d'une région. Puis t'as un mec qui va accusé de choses qui étaient fausses. On est d'accord. Non, mais j'ai pas démissionné. Non, mais toi, j'ai pas démissionné. Toi, la différence. Moi, j'étais jusqu'au bout de la démarche. Je savais que. Toi, t'es un sanguin, tu vas pas. Non, c'est pas une question de sanguin, c'est une question de. Non, mais le problème, c'est pas sur la notion de véracité, même, Philippe, c'est sur la notion même de moralité. Toi, ton dossier, il était effectivement par rapport effectivement des problèmes de personnes, de pouvoir et tatati tatata. Puis tu vois, attends, et puis rentre pas dans le principe du MeToo. T'es pas dans le MeToo, toi. Et toi, t'es pas. Bah, ils ont essayé. Non, moi, je me t'assure que c'est la première chose qu'ils ont essayé de faire. Non, mais il n'y a pas de MeToo. Écoute, je te dis, voilà comment ça s'est passé. Mais regarde, moi, ils ont d'abord essayé de faire un MeToo et toutes les copines sont montées au créneau. Bien sûr. Y compris les féministes en disant, mais on vous interdit de faire ça parce que Philippe, il n'a jamais eu de problème, jamais de propos, jamais de regard, jamais de gestes déplacés. Au contraire, il a toujours été protecteur. Non, mais c'est pour qu'ils ont essayé de chercher un autre truc. Philippe, je te pose une question. T'imagines que demain matin, si tu commences, chaque homme politique, et comme l'a dit à juste titre Gamel, le mec il est député, sous prétexte qu'il y a une nana qui va dire, ben ce mec-là, il m'a fait ci, il m'a fait ça, moi tout ça en prise psychologique, moi ça n'a pas de sens tout ça, c'est complètement subjectif. Pour raconter de certitude, ça ne sert à rien. Il faut, on est dans un pays de justice de droit. Elle va porter plainte, il y a des actions à mettre en place, et effectivement, quand demain matin, cette fille ou 4 ou 5 vont porter plainte, là, au bout d'un moment, on peut se poser la question, Damien Abad, pourquoi il a décédé? Parce qu'il y en avait une, il y en avait deux, puis ça commence à arriver, du monde un peu, excuse-moi, du monde qui tape à la porte, et là, on s'est dit, attends, là, ça commence à être chaud, donc effectivement, alors peut-être que lui, il a peut-être beaucoup de monde, il le dit pas, mais d'un point de vue moral, moi, c'est la moralité qui m'intéresse. Après, derrière, t'imagines demain matin, mais qui démissionne pas, moi, c'est ce que je dis. Elle a démissionné, la raison, c'est c'est la pression du parti, je pense. Mais la pression du parti, la pression d'un du tout. Ouais, mais d'accord, mais j'ai pas démissionné. Je n'ai pas démissionné. Il faut qu'on avance, il est 16h43, je vais dommage. Ah bah oui, mais attends. Moi, juste une petite méchante là. Une heure sans Bayou. J'en passe une méchante quand même. Je préfère le douanier Rousseau à Rousseau, franchement. Ouais. Il y a un artiste et l'autre, c'est l'artiste du mensonge. Bon, alors sinon, on a Houssen qui est avec nous au 01 40 33 9000. Salut Houssen. Salut tout le monde. Salut Houssen. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, on t'écoute mon ami. Bon, moi je pense que ces problèmes sont à double tranchant. Et moi personnellement, je pense que ça devient du règlement politique. Parce que il suffit seulement que une fille, le mec c'est son ex-femme. Je dis pas qu'il n'a rien fait. Mais de nos jours, il n'y a que ça. Et après, ça va se stopper et rebelote. Et je pense que, comme vous l'aviez évoqué, au temps des anciens présidents Chirac et tout ça, les mecs, ils s'est cachés de rien. Mais ils n'ont jamais eu ce problème-là. Maintenant, les politiciens sont des hommes ordinaires comme nous. Ils ont des seins qui coulent dans les veines, ils bandent, excusez-moi du terme. Laissez-nous vivre, quoi. Franchement. Ça commence à prendre du tournure. Le seul problème, c'est ce que Philippe a appuyé, c'est au niveau de la moralité. Sinon, voilà, le reste, effectivement, ce sont des hommes comme les autres, effectivement. Merci beaucoup, Houssen. En tout cas, on attend les explications de Julien Bayou. Son avocat est en train de s'exprimer là. Oui, et en tout cas, il y aura un communiqué qui va sortir et il juge cette situation ubuesque, Julien Bayou. Dans un instant. C'est un peu plus grave quand même que l'affaire Julien Bayou, c'est l'extrême droite, l'arrivée et la percée de l'extrême droite en Italie, et pas avec un petit score en plus. On en reparle dans un instant avec nous au 01 40 33 9000. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous avec Philippe Bouriaki. Il est conseiller régional de la région Île-de-France, porte-parole national de l'écologie au centre. Ali, directeur commercial, Gamana Bina, fondateur du MDC, messieurs.
direction l'Italie, puisque la coalition des droites a largement remporté les élections législatives hier, et donc c'est une femme d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui pourrait devenir donc présidente du Conseil. Giorgia Meloni s'est largement imposée dans la soirée. Elle s'est présentée sur scène hier soir au siège de son parti avec une grande pancarte disant merci, l'Italie, l'Alliance. C'est l'émotion. Oui, c'est ça. Des 3 partis de droite, extrême droite, dont tient entre 44% des voix. Le parti qu'elle-même a fondé, Fratelli Italia, est désormais le premier parti d'Italie avec entre 22 et 26% des suffrages. En termes de sièges, cette coalition remporte une très large majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. La logique, donc, vous l'avez compris, Meloni va devenir très certainement la prochaine première ministre en Italie. Elle serait d'ailleurs la première femme à diriger un grand pays européen. Mais deuxième, l'Allemagne. Comment ça, le deuxième, l'Allemagne? La Merkel, c'est pas la première femme. Mais c'est pas une femme d'extrême droite, monsieur. Ah, d'extrême droite. Ah oui, attends. C'est d'extrême droite, alors. Ah bah oui. Donc, voilà, peut-être le premier pays, des grands pays fondateurs d'Europe, donc dirigé par l'extrême droite, ce qui naturellement marque une nouvelle percée des populistes et des nationalistes en Europe. Après la réaction triomphale, il faut le dire, il y a quelques temps de Orban en Hongrie, et puis plus récemment aussi en Suède, une coalition soutenue par l'extrême droite. Giorgia Meloni préside un parti qu'elle a fondé, je le disais, et que les commentateurs italiens qualifient de post-fasciste, c'est-à-dire un parti qui a été créé avec des éléments, enfin des idées de Mussolini à l'époque, mais qui a su quand même récemment se démarquer, donc de la droite la plus radicale. Sa devise, c'est Dieu, patrie, famille. Oui. Giorgia Meloni a promis de protéger les familles contre le lobby LGBT et de protéger l'Italie contre l'islamisation. Les questions d'immigration étaient évidemment au cœur de la campagne. Gamal Abina, je sais que ce sujet te tient particulièrement à cœur. De voir l'extrême droite au pouvoir en Italie, quelle est ta réaction? Bien, ça devait arriver, c'est sans surprise. Il y avait le MSI, à l'époque, il y avait aussi la Ligue lombarde, puis la Ligue, puis tout un tas, puis même Berlusconi qui a trompé avec l'extrême droite. Ça devait arriver. Alors cette femme-là, c'est un peu la fille spirituelle d'Alexandra Mussolini, qui était la descendante du Duce, donc le fameux dirigeant qui a créé, faut jamais perdre de vue, qui a créé le fascisme en Europe. C'est en Italie qu'est né le fascisme. Alors évidemment, ils n'ont pas pris les chemises brunes ou les chemises noires, ils n'ont pas fait la marche vers Rome, mais ils obtiennent le pouvoir par assentiment du peuple avec une très faible participation, contrairement à l'idée reçue. L'extrême droite ne gagne que parce qu'il y a peu de participants. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'elle, son propos a évolué, parce qu'elle voit bien que quand on est trop frontal, ça ne marche pas. Sauf que les fondamentaux, rien que le nom de son parti est un parti d'essence catholique. Elle revendique, la fratrie de son parti, ça veut dire quoi? Ça veut dire les frères au sens catholique du terme. Ensuite, elle parle beaucoup de religion, c'est quelque chose qui revient, par opposition évidemment à l'islam, on l'a bien compris. Mais surtout, c'est quelqu'un qui revendique clairement, à 19 ans, elle a commencé très tôt la politique, sa filiation avec l'idéologie... 45 aujourd'hui. Absolument. Sa filiation avec l'idéologie mussolinienne. Alors c'est une brune, c'est pas une blonde, parce qu'il y a un petit truc qu'on a en Europe, c'est que toutes ces femmes d'extrême droite se mettent du jaune sur les cheveux pour donner l'impression qu'elles sont suédoises. Elles sont toutes brunes dans les deux sens du terme, dans le sens des idées et dans le sens de la chevelure, et surtout cette femme a su faire ce qu'Alexandra Mussolini n'a pas su faire. Parce que Alexandra Mussolini, il y a Mussolini, donc c'était pas possible. Elle a essayé de dépasser ça en faisant croire qu'elle se détachait des idées du Duce, donc ce fameux créateur du fascisme en Europe, mais il faut savoir une chose, c'est qu'une fois qu'elle sera aux commandes, alors c'est l'ultralibéralisme, c'est un peu une sorte de Marine Le Pen avec plus de réussite et plus d'intelligence, et en même temps, c'est quelqu'un qui, avec l'alliance qu'elle vient de faire avec les anciens de MSI, de Forza Italia, de toute cette espèce de vieille droite trans... Pour schématiser, Gamal, c'est comme si, par exemple, en France, aux législatives, tu avais une alliance entre les LR, le Rassemblement National et Reconquête. Alors, oui, le LR, mais le LR dur. Le LR de Ciotti. Non, le dur, le Ciotti, effectivement. Oui, le LR. Ensuite, Rassemblement National, évidemment. Reconquête, évidemment, mais pas seulement. Tout un tas de myriades. Schématiser un peu. Oui, voilà. C'est pour dire que, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les anciens transfuges de l'extrême gauche qui vont à l'extrême droite, ça existe aussi malheureusement. Et tous ces éléments-là, c'est la conséquence d'une crise structurelle et économique violente que traverse l'Europe et l'Italie en particulier. La digue a été cassée quand même, là, pour le coup, Ali. Il y a une digue là, qui a été franchie là. C'est un peu normal, hein. Moi ça me choque pas, hein. Tu sais, à partir du moment où c'est la faiblesse un peu des démocraties, on est dans un contexte où il y a, comme l'a dit Gamel, il y a comme la mobilisation très faible. Donc forcément, ça va aider les gens qui vont vers l'extrême. Si les gens ont choisi, effectivement, mais comme dit Gamel, je pense qu'elle a beau raconter ce qu'elle veut, parce qu'elle est en train de raconter, je pense, à mon avis, un vieux pieux, parce que si elle va sur le terrain économique,
elle te parle de problèmes, et certainement le pays en a, et ça veut dire que toutes les démocraties qui étaient auparavant n'ont peut-être pas bien fait leur boulot, donc c'est normal que les gens ils essaient d'aller vers l'extrême, mais on peut juste lui rappeler qu'il y a à peu près 3-4 mois, l'Italie a signé un accord gazier avec l'Algérie, donc je vais te dire un truc, tu vois, donc tu veux les enjeux économiques à côté, là c'est la réalité, là elle est en train un peu, si tu veux, elle est en train un peu de donner un espèce de biberon aux locaux, tu vois, à la population, mais après au niveau des enjeux économiques, Christophe, il y a le principe de réalité, elle est même capable demain matin d'aller acheter des bidons au Qatar de gaz s'il faut, d'aller acheter du pétrole au Nigeria. Ou même ce discours anti-européen qui a disparu parce que l'Europe elle vient de donner 200 milliards, il y a une première tranche qui est versée. Mais Gamel, à la limite, elle, sincèrement, moi, ça me choque pas. Là où je me dis, c'est que la faiblesse aujourd'hui, effectivement, du choix et des hommes politiques en Italie, c'est là où c'est très grave. Oui, il y a l'offre qui est très faible. Une offre qui est très très faible, c'est là où c'est dangereux. C'est là ça rappelle d'ailleurs l'hitlérisme. Voilà, mais parce que Hitler en face, il n'y avait pas de candidat. C'est très dangereux. À partir du moment où tu vois, tu as une faiblesse, vraiment une pauvreté effectivement du discours politique, des projets. Écoute, lorsque les gens te disent qu'effectivement, regarde, elle parle de quoi alors? Elle parle de 3 choses. Immigration, ok, bon, tu vas faire quoi? Tu vas mettre des barbelés? Ok. Elle va bloquer Lampedusa. Je crois qu'elle aura beau faire ce qu'elle veut, elle fera rien du tout. Deuxièmement, les enjeux économiques. Aujourd'hui, si elle n'a pas de gaz algérien, à la limite, demain matin, tous les Italiens vont avoir froid. Là, par contre, je serais beaucoup plus mesuré sur ce que tu dis, parce que son propos, il est très clair vis-à-vis de la Russie, c'est qu'elle veut renouer avec les Russes. Oui, tout à fait. Non, mais ce que je disais, mais aujourd'hui, il y avait d'ailleurs 2 camps au cours de ces législatives. Tu as raison, Gamal, de dire, il y avait 2 camps qui s'affrontaient. Le camp effectivement de cette dame Melini, donc qui est pour renouer des dialogues avec les Russes, et un autre camp plutôt la gauche qui était totalement contre et opposé, et même qui appelait à renforcer l'aide à l'Ukraine. Voilà. Tout à fait. Donc la faiblesse de l'offre politique, ça veut dire qu'effectivement en France on a eu un bel exemple avec alors qu'en France nous on est un peu différent, parce qu'en France on met en avant surtout des gens un peu comme ça, tu vois, les Zemmour, H24 tous les matins, midi et soir, qui sont très très faibles actuellement, avec des idées très limité, le mec qui te parle simplement d'immigrés, d'islam, comme si effectivement aujourd'hui on parle de croissance économique, on parle d'inflation. Il y a un problème d'inflation, il y a un problème de chômage, il y a un problème d'importation d'énergie. En quoi est-ce que l'immigration et l'islam interviennent là-dedans? Qu'on m'explique. Philippe, est-ce qu'on peut craindre pour nous en 2027 là pour le coup? C'est pas craindre, c'est la suite logique de ce qui va arriver si la situation économique ne s'améliore pas et que la crise s'amplifie et que les gens crèvent de dalle. Enfin voilà. C'est la réponse aujourd'hui que le peuple ou les peuples ont trouvé pour régler leurs problèmes, c'est l'extrême droite? Ouais, parce que le discours populiste il est sexy, il est séducteur, il est réducteur, il est simple à comprendre. 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés. Tu fais une soustraction, tu dis tu comptes fait. Quand on passe en boucle sur des chaînes d'infos que les immigrés ils viennent, ils ont le droit à des logements, ils ont le droit à la CAF, ils ont le droit à l'allocation. Pas tous les immigrés, les Ukrainiens, les autres. Mais non, arrête de dire n'importe quoi. Non, arrête avec ta haine primaire avec les Ukrainiens. Mais c'est pas non, tous les étrangers qui rentrent légalement sur le territoire français. Une fois que tu es citoyen de France, tu as le droit à la CAF, tu as le droit aux allocations, tu as le droit à machin. Sans exception. Juste, Philippe, il faut quand même préciser, il y a une célérité pour les Ukrainiens. C'est pas une célérité. Si, on va très vite pour les célérités. Non, je sais de quoi je parle, parce qu'il y a des gens qui s'occupent des Ukrainiens. Non, c'est une célérité. Non, mais ça, c'est pas une célérité. Il y a une décision gouvernementale, il y a une décision étatique et gouvernementale de dire on ouvre les portes et on accueille les Ukrainiens et ça. Mais c'est parce que c'est une décision gouvernementale. Donc c'est politique, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Voilà, c'est un choix. Certes, mais je veux dire par là, il faut arrêter d'opposer les gens qui. Je pas moi. Moi j'aimerais bien vous parler d'une chose importante. J'ai pas fini. Juste après. J'ai pas fini. Donc je disais que. Pro-ukrainien. Oui, je suis pro-ukrainien. Je suis pro-ukrainien. Je suis pro-russe et ukrainien parce que je considère que c'est les peuples qui comptent. Ouais, non mais moi je suis pro-ukrainien parce que c'est eux aujourd'hui qui sont victimes et qui sont agressés. Mais je tenais le même discours pour que lorsqu'on accueille les réfugiés afghans et les réfugiés syriens, c'est pas le même accueil, tu l'avoueras quand même. Mais certes, c'est pas le même accueil. Est-ce que pour autant on doit les opposer les uns aux autres? Mais on n'oppose rien, on constate. Tu constates, c'est un constat fort et clair, mais je suis désolé. Aujourd'hui, t'as 60% des Français qui sont favorables. Mais dans un pays où on prône l'égalité, je regrette, Philippe, tu peux pas dire aux gens, moi on sait un peu de quoi on parle. Quand tu reçois des Syriens, des Afghans, ils rentrent dans un processus qui est chronophage, qui est normal. Moi, me choque pas que ça mette 6 mois, 1 an. Mais je peux te le dire de source sûre, avec les Ukrainiens, cela va
très très vite. Oui, ça va très vite. Ils arrivent, boum, ils ont le truc. Ah ben voilà, ils vont à l'école, ils vont tout ça. Les familles afghanes, syriennes, ça galère quand même. Voilà. Ça galère sec. Voilà. Il y a un côté raciste évident. Voilà, donc c'est tout. Pourquoi vous en doutiez un instant? Ah non, il y a des doutes. Il faut faire. J'avais des doutes. Non, mais moi j'ai. Mais non, je suis en train juste de dire qu'en situation de crise, regarde ce qui s'est passé en 29. Comment Hitler est arrivé au pouvoir grâce à la crise? Comment les fascistes sont arrivés au pouvoir grâce à la crise? Donc à chaque fois qu'il y a une crise, les populistes en vont. C'est pas tout à fait juste ce que tu viens de dire là. Bah si. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Si. Non. Il y avait une crise en Europe qui datait des années 1900, qui s'est. Mais si. Gamin. Non, il faut mettre de la nuance dans ce que tu dis parce que ça n'explique pas tout. Non, il y a plusieurs conjonctures qui font que, mais la crise est un élément principal et moteur. Un mec qui a le ventre vide, il peut pas réfléchir correctement. Je vais te donner 3 exemples très concrets qui vont confirmer. Dans un instant. Dans un instant, j'ai une petite pub VIP. Quand même. Bah oui. Et puis on a Anis aussi qui nous attend au téléphone, qui a des mots à nous dire aussi au 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. À tout de suite. La radio numérique à Dijon et toute sa région. Le LGF, merci d'être avec nous avec Philippe Bouriaki. Il est conseiller régional de la région Île-de-France, porte-parole national de l'écologie au centre. Ali, directeur commercial, Gamal Abina, fondateur du MDC, messieurs. Direction l'Italie, puisque la coalition des droites a largement remporté les élections législatives hier, et donc c'est une femme d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui pourrait devenir donc présidente du Conseil. Giorgia Meloni s'est largement imposée dans la soirée. Elle s'est présentée sur scène hier soir au siège de son parti avec une grande pancarte disant merci, l'Italie, l'Alliance. C'est l'émotion. Oui, c'est ça. Des 3 partis de droite, extrême droite, dont tient entre 44% des voix. Le parti qu'elle-même a fondé, Fratelli Italia, est désormais le premier parti d'Italie avec entre 22 et 26% des suffrages. En termes de sièges, cette coalition remporte une très large majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. La logique, donc, vous l'avez compris, Meloni va devenir très certainement la prochaine première ministre en Italie. Elle serait d'ailleurs la première femme à diriger un grand pays européen. Mais deuxième, l'Allemagne. Comment ça, l'Allemagne? La Merkel, c'est pas la première femme. Mais c'est pas une femme d'extrême droite, monsieur. Ah, d'extrême droite. Ah oui, attends. C'est d'extrême droite alors. Ah bah oui. Donc voilà, peut-être le premier pays des grands pays fondateurs d'Europe, donc dirigé par l'extrême droite, ce qui naturellement marque une nouvelle percée des populistes et des nationalistes en Europe. Après la réaction triomphale, il faut le dire, il y a quelques temps de Orban en Hongrie, et puis plus récemment aussi en Suède, une coalition soutenue par l'extrême droite. Giorgia Meloni préside un parti qu'elle a fondé, je le disais, et que les commentateurs italiens qualifient de post-fasciste, c'est-à-dire un parti qui a été créé avec des éléments, enfin des idées de Mussolini à l'époque, mais qui a su quand même récemment se démarquer, donc la droite la plus radicale. Sa devise, c'est Dieu, patrie, famille. Oui. Giorgia Meloni a promis de protéger les familles contre le lobby LGBT et de protéger l'Italie contre l'islamisation. Les questions d'immigration étaient évidemment au cœur de la campagne. Gamal Abina, je sais que ce sujet te tient particulièrement à cœur. De voir l'extrême droite au pouvoir en Italie, quelle est ta réaction? Bien, ça devait arriver, c'est sans surprise. Il y avait le MSI, à l'époque, il y avait aussi la Ligue Lombarde, puis la Ligue, puis tout un tas, puis même Berlusconi qui a trempé avec l'extrême droite. Ça devait arriver. Alors cette femme-là, c'est un peu la fille spirituelle d'Alexandra Mussolini, qui était la descendante du Duce, donc le fameux dirigeant qui a créé, faut jamais perdre de vue, qui a créé le fascisme en Europe. C'est en Italie qu'est né le fascisme. Alors évidemment, ils n'ont pas pris les chemises brunes ou les chemises noires, ils n'ont pas fait la marche vers Rome, mais ils obtiennent le pouvoir par assentiment du peuple avec une très faible participation, contrairement à l'idée reçue. L'extrême droite ne gagne que parce qu'il y a peu de participants. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'elle, son propos a évolué, parce qu'elle voit bien que quand on est trop frontal, ça ne marche pas. Sauf que les fondamentaux, ils sont, rien que le nom de son parti est un parti d'essence catholique. Elle revendique, la fratrie de son parti, ça veut dire quoi? Ça veut dire les frères au sens catholique du terme. Ensuite, elle parle beaucoup de religion, c'est quelque chose qui revient, par opposition évidemment à l'islam, on l'a bien compris. Mais surtout, c'est quelqu'un qui revendique clairement, à 19 ans, elle a commencé très tôt la politique, sa filiation avec l'idéologie... 45 aujourd'hui. Absolument. Sa filiation avec l'idéologie mussolinienne. Alors c'est une brune, c'est pas une blonde, parce qu'il y a un petit truc qu'on a en Europe, c'est que toutes ces femmes d'extrême droite se mettent du jaune sur les cheveux pour donner l'impression qu'elles sont suédoises. Elles sont toutes brunes dans les deux sens du terme, dans le sens des idées et dans le sens de la chevelure.
chevelure. Et surtout, cette femme a su faire ce qu'Alexandra Mussolini n'a pas su faire. Parce que Alexandra Mussolini, il y a Mussolini, donc c'était pas possible. Elle a essayé de dépasser ça en faisant croire qu'elle s'est détachée des idées du Duce, donc ce fameux créateur du fascisme en Europe. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'une fois qu'elle sera aux commandes, alors c'est l'ultralibéralisme, c'est un peu une sorte de Marine Le Pen avec plus de réussite et plus d'intelligence. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, avec l'alliance qu'elle vient de faire avec les anciens de MSI, de Forza Italia, de toute cette espèce de vieille droite trans. Pour schématiser, Gamal, c'est comme si, par exemple, en France, au législatif, tu avais une alliance entre les LR, le Rassemblement National et Reconquête. Alors, oui, le LR, mais le LR dur. Le LR de Ciotti. Non, le dur, le Ciotti, effectivement. Oui, le LR. Ensuite, Rassemblement National, évidemment. Reconquête, évidemment, mais pas seulement. Tout un tas de myriades. Schématiser un peu. Oui, voilà. C'est pour dire que, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les anciens transfuges de l'extrême gauche qui vont à l'extrême droite, ça existe aussi malheureusement. Et tous ces éléments-là, c'est la conséquence d'une crise structurelle et économique violente que traverse l'Europe et l'Italie en particulier. La digue a été cassée quand même, là, pour le coup, Ali. Il y a une digue là qui a été franchie là. C'est un peu normal, hein. Moi ça me choque pas, hein. Tu sais, à partir du moment où c'est la faiblesse un peu des démocraties, on est dans un contexte où il y a, comme l'a dit Gamel, il y a comme la mobilisation très faible. Donc forcément, ça va aider les gens qui vont vers l'extrême. Si les gens ont choisi, effectivement, mais comme dit Gamel, je pense qu'elle a beau raconter ce qu'elle veut, parce qu'elle est en train de raconter, je pense, à mon avis, un vieux pieux, parce que si elle va sur le terrain économique, elle te parle de problèmes, et certainement le pays en a, et ça veut dire que toutes les démocraties qui étaient auparavant n'ont peut-être pas bien fait leur boulot, donc c'est normal que les gens ils essaient d'aller vers l'extrême, mais on peut juste lui rappeler qu'il y a à peu près 3-4 mois, l'Italie a signé un accord gazier avec l'Algérie, donc je vais te dire un truc, tu vois, donc tu veux les enjeux économiques à côté, là c'est la réalité, là elle est en train un peu, si tu veux, elle est en train un peu de donner un espèce de biberon aux locaux, tu vois, à la population, mais après au niveau des enjeux économiques, Christophe, il y a le principe de réalité. Elle est même capable demain matin d'aller acheter des bidons au Qatar de gaz s'il faut, d'aller acheter du pétrole au Nigeria. Ou même son discours anti-européen qui a disparu parce que l'Europe vient de donner 200 milliards. Oui, il y a une première tranche qui est versée. Mais Gamel, elle, sincèrement, moi, ça me choque pas. Là où je me dis, c'est que la faiblesse aujourd'hui, effectivement, du choix et des hommes politiques en Italie, c'est là où c'est très grave. Oui, il y a l'offre qui est très faible. Une offre qui est très très faible. C'est là où c'est dangereux. C'est là, ça rappelle d'ailleurs l'hitlérisme. Voilà, mais parce que Hitler en face, il n'y avait pas de candidat. C'est très dangereux. À partir du moment où tu vois, tu as une faiblesse, une pauvreté effectivement du discours politique, des projets. Écoute, lorsque les gens te disent qu'effectivement, regarde, elle parle de quoi alors? Elle parle de 3 choses. Immigration, ok, bon, tu vas faire quoi? Tu vas mettre des barbelés? Ok. Elle va, bloquer Lampedusa. Je crois qu'elle aura beau faire ce qu'elle veut, elle fera rien du tout. Deuxièmement, les enjeux économiques. Aujourd'hui, si elle n'a pas de gaz algérien, à la limite, demain matin, tous les Italiens vont avoir froid. Là, par contre, je serais beaucoup plus mesuré sur ce que tu dis, parce que son propos, il est très clair vis-à-vis de la Russie, c'est qu'elle veut renouer avec les Russes. Oui, tout à fait. Non, mais ce que je disais, mais aujourd'hui, il y avait d'ailleurs 2 camps au cours de ces législatives. Tu as raison, Gamal, de dire, il y avait 2 camps qui s'affrontaient. Le camp effectivement de cette dame Meloni, donc qui est pour renouer des dialogues avec les Russes, et un autre camp plutôt la gauche qui était totalement contre et opposé, et même qui appelait à renforcer l'aide à l'Ukraine. Voilà. Tout à fait. Donc la faiblesse de l'offre politique, ça veut dire qu'effectivement en France on a eu un bel exemple avec alors qu'en France nous un peu différent, parce qu'en France on met en avant surtout des gens un peu comme ça, tu vois, les Zemmour, H24 tous les matins, midi et soir, qui sont très très faibles actuellement, avec des idées très limité, hein, le mec qui te parle simplement d'immigrés, d'islam, d'immigrés, comme si effectivement aujourd'hui on parle de croissance économique, on parle d'inflation. Il y a un problème d'inflation, il y a un problème de chômage, il y a un problème d'importation d'énergie. En quoi est-ce que l'immigration et l'islam interviennent là-dedans? Qu'on m'explique. Ouais, Philippe, est-ce qu'on peut craindre pour nous en 2027 là pour le coup? C'est pas craindre, c'est la suite logique de ce qui va arriver si la situation économique ne s'améliore pas et que la crise s'amplifie et que les gens crèvent de dalle. Enfin voilà. C'est la réponse aujourd'hui que le peuple ou les peuples ont trouvé pour régler leurs problèmes, c'est l'extrême droite? Ouais, parce que le discours populiste il est sexy, il est séducteur, il est réducteur, il est simple à comprendre.
3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés. Tu fais une soustraction, tu dis, ah ouais, tu comptes fait. Quand on passe en boucle sur des chaînes d'infos que les immigrés, ils viennent, ils ont le droit à des logements, ils ont le droit à la CAF, ils ont le droit à l'allocation. Pas tous les immigrés, hein, les Ukrainiens, les autres. Mais non, arrête de dire n'importe quoi. Non, arrête avec ta haine primaire avec les Ukrainiens. Mais c'est pas non, tous les étrangers qui rentrent légalement sur le territoire français, une fois que tu es citoyen de France, tu as le droit à la CAF, tu as le droit aux allocations, tu as le droit à machin, sans exception. Juste, Philippe, il faut quand même préciser, il y a une célérité pour les Ukrainiens. Non, il y a pas. Non, c'est pas une célérité. Ça va très vite pour les célérités. Ah non, je sais de quoi je parle parce qu'il y a des gens qui s'occupent des Ukrainiens. Non, c'est une célérité. Non, mais ça, c'est moi je. Non, mais c'est pas une célérité. Il y a une décision. Il y a une décision gouvernementale. Il y a une décision étatique et gouvernementale de dire on ouvre les portes et on accueille les Ukrainiens et ça. Ouais, mais c'est parce que c'est une décision gouvernementale. C'est politique, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Voilà, c'est un choix. Ouais, certes, mais je veux dire par là, il faut arrêter d'opposer les gens qui. Je pas moi. Mais moi, j'aimerais bien vous parler d'une chose importante. Moi, j'ai pas fini. Juste après. J'ai pas fini. Donc, je disais que. Pro-ukrainien. Oui, je suis pro-ukrainien. Je suis pro-ukrainien. Je suis pro-russe et ukrainien parce que je considère que c'est les peuples qui comptent. Ouais, non mais moi je suis pro-ukrainien parce que c'est eux aujourd'hui qui sont victimes et qui sont agressés. Mais je tenais le même discours pour que lorsqu'on accueille les réfugiés afghans et les réfugiés syriens, c'est pas le même accueil, tu l'avoueras quand même. Mais certes, c'est pas le même accueil. Est-ce que pour autant on doit les opposer les uns aux autres? Mais on n'oppose rien, on constate. Tu constates, ouais, c'est un constat fort et clair, mais je suis désolé. Aujourd'hui, t'as 60% des Français qui sont favorables. Mais dans un pays où on prône l'égalité, je regrette, Philippe, tu peux pas dire aux gens, moi, on sait un peu de quoi on parle. Quand tu reçois des Syriens, des Afghans, ils rentrent dans un processus qui est chronophage, qui est normal. Moi, me choque pas que ça mette 6 mois, 1 an. Mais je peux te le dire de source sûre, avec les Ukrainiens, cela va très très vite. Oui, ça va très vite. Ils arrivent, boum, ils ont le truc. Ah ils vont à l'école, ils vont tout ça. Les familles afghanes, syriennes, ça galère quand même. Voilà. Ça galère ça. Voilà. Il y a un côté raciste évident. Donc c'est tout. Pourquoi vous en doutiez un instant? Ah non, il y a des doutes. Il faut faire. J'avais des doutes. Non, mais moi j'ai. Maintenant, je suis en train juste de dire qu'en situation de crise, regarde ce qui s'est passé en 29. Comment Hitler est arrivé au pouvoir grâce à la crise? Comment les fascistes sont arrivés au pouvoir grâce à la crise? Donc à chaque fois qu'il y a une crise, les populistes en vont. C'est pas tout à fait juste ce que tu viens de dire là. Si. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Si. Non. Il y avait une crise en Europe qui datait des années 1900, qui s'est. Mais si. Gamin. Non, il faut mettre de la nuance dans ce que tu dis parce que ça n'explique pas tout. Non, il y a plusieurs conjonctures qui font que, mais la crise est un élément principal et moteur. Un mec qui a le ventre vide, il peut pas réfléchir correctement. Je vais te donner 3 exemples très concrets qui vont confirmer. Dans un instant. Dans un instant, j'ai une petite pub VIP. Bah oui. Et puis on a Anis aussi qui nous attend au téléphone, qui a des mots à nous dire aussi au 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous, ça pense pas grave. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Philippe Boureki, avec Gamal Abina et avec Ali. Gamal, avant d'accueillir Anis, tu voulais revenir sur ce que Philippe disait, et il a raison, je suis désolé, 29, il y a une grosse crise. Non, il a pas raison, c'est ce qui a permis l'arrivée d'Hitler. Ça permet de pouvoir expliquer des choses faciles avec des faits qui ne le sont pas. Oui. En vérité, Hitler n'arrive pas au pouvoir en 29, il arrive en 33, il est nommé par la droite, il gagne pas les élections, il perd les élections en 32 et il est nommé en 33 par une droite qui n'est pas sérieuse et qui croit l'instrumentaliser. Ensuite, c'est pas vrai. Les fascistes n'arrivent pas au pouvoir quand il y a une crise. Je suis désolé, mais en Italie, la marche des Italiens de Mussolini entre 22 et 24, il obtient le pouvoir parce qu'il le prend par la force et il l'obtient parce que ceux qui sont l'élite dirigeante, donc le roi d'Italie et tous les ministères, ont accepté qu'il rentre au pouvoir. Ensuite, en Espagne, quand Franco va péter la gueule aux républicains, entre 33 et 36, il est aidé, et largement aidé par les fascistes, mais il est aussi contesté par les démocraties et pour autant, il arrive au pouvoir en 39. Donc, il faut être très mesuré. Les fascistes en Europe, quand ils arrivent au pouvoir, arrivent parfois, effectivement, comme en Allemagne, parce qu'Allemagne, il y avait 6 millions de chômeurs, à la faveur d'une crise économique aiguë, mais ils n'arrivent pas au pouvoir facilement en Autriche parce qu'il y a une crise économique. L'Autriche est peu touchée par la crise. L'Italie sort de la guerre, c'est vrai, a une crise, mais pas à ce point, donc ça l'explique pas. Ensuite, je vais dire un truc juste pour finir mon propos, très important, parce que moi, je suis en train je suis très impressionné par la répétition de l'histoire et le calendrier de la répétition. Ouais. Dans les années 20, il y a eu ce qu'on appelait la montée des périls, donc des fascismes en Europe, c'est vrai. L'idéologie montait en puissance, c'est par les élections en plus. Donc quand dans les années 20, il commence à monter, le premier fascisme prend le pouvoir par la force, c'est l'Italie, c'est un exemple. Les autres par les élections. Ça, c'est vrai.
Sauf évidemment Franco en Espagne. Et donc ça monte. On a aussi une guerre en Europe dans les années 30, c'est entre donc les républicains espagnols et évidemment Franco. Et on se retrouve dans à peu près une configuration qui ressemble à ça. On a une guerre en Europe avec tout un tas d'armées internationales qui interviennent, enfin des volontaires qui interviennent, comme en Espagne, en Ukraine, avec une grande puissance, la Russie, qui était déjà en Espagne, il faut se rappeler de ça, les communistes. Ensuite, on a des tensions et des montées d'extrême droite un peu partout en Europe, on s'en rend compte, c'est impressionnant. On a une crise économique aiguë qu'on vient de voir. On a aussi, on est passé par une crise violente avec le Covid, qu'on a eu aussi en Europe après 1918-19, avec cette fameuse grippe espagnole. Tous les éléments comme ça, de répétition, reviennent. Et on arrive à un seuil où, effectivement, on est au seuil d'une guerre importante, on le sait, et on se rend compte que les radicalisations sont en train de se mettre en place avec des alliances et des jeux d'alliances. Donc moi, je me pose la question, jusqu'où on va aller dans ce copier-coller d'une Europe? Alors je rappelle quand même, l'Europe a toujours été en guerre pendant des siècles. Et chaque siècle, minimum 2 à 3 guerres. La dernière fois, c'était en 14, 18, 39, 45, on a eu 2 guerres. Et là, à nouveau, il y a une guerre qui est née en Europe, une nouvelle guerre au XXe siècle, et on peut se poser la question avec le jeu des alliances, s'il ne peut pas y avoir une dégradation de la situation. Ouais, mais juste un point, Christophe, je termine là-dessus. Moi, quand on parle de crise économique, la crise économique, elle n'est pas encore arrivée. Hein. Elle va arriver dans quelques mois. C'est une vague, je suis d'accord. Donc aujourd'hui, parler en Italie, les gens sont allés voter extrême pour des raisons économiques, c'est pas vrai du tout, parce que la crise économique, elle n'est pas encore arrivée. Elle va arriver, tous les spécialistes annoncent 3, 4, 5, 6 mois, et 2023 va être très difficile. Au premier trimestre 2023. Voilà, donc c'est pas la crise économique, c'est plus, je pense, la faiblesse. Et tu as fait le parallèle avant Philippe en lui posant une question en France. Ben, en France, ils peuvent faire pas un copier-coller, mais ils peuvent effectivement s'inspirer en disant bon bah tiens, on va encore faire du CNews toute la journée, faire peur aux gens. Et ça va marcher. Le marketing de la peur, qui peut parfois marcher. Alors on accueille Alice au téléphone au 01 40 33 9000, amis auditrices, auditeurs, vous pouvez prendre la parole, évidemment, venir nous donner votre point de vue qui nous intéresse, venir le confronter avec les chroniqueurs. Anis, bonjour. Anis. Bon, il s'est barré, Anis. On a ras le bol de vous écouter, il s'est barré. 01 40 33 comme Bayou des Michel. Non, il a un peu de courage. Anis, reviens. Les auditeurs, il a eu du courage, il s'est parlé. Mon cher Philippe, quand même. Ben oui, c'est important. On peut rigoler ou pas? Bien sûr qu'on peut rigoler. Bah oui. T'as parlé d'Ukraine. Je rappelle la question et la battle tout à l'heure. Ça, j'attends ça avec impatience. C'est quoi La battle, c'est la France doit-elle continuer d'aider davantage l'Ukraine? Elle est déjà pas mal quand même. Est-ce qu'on arrête ou on continue? Pour l'instant, 21% disent oui, 21% seulement, 79% disent non, on arrête tout. Et je pense quand même que les Européens, en prémisse de cette battle de tout à l'heure, mais Gamal, est-ce que les Européens quand même ne sont pas dupes? Franchement, ils commencent à se rendre compte un peu de l'arnaque. Alors, les Européens, les peuples ou les dirigeants? Les peuples. Les gens, les peuples, alors il faut savoir, quand on touche au porte-monnaie des Européens, quand on touche au porte-monnaie de nous, donc en l'occurrence, on n'aime pas. C'est-à-dire que la générosité, tant qu'il n'y avait pas de risque économique de retour de bâton, en l'occurrence. C'est vachement amoindri la générosité. C'est normal, parce que mets-toi à la place des gens qui sont fragilisés économiquement, qui ont déjà une succession de crises. On leur dit soyez généreux avec des gens que vous ne connaissez pas, qui sont très loin de vous, pour une guerre qui aurait pu être arrangée si ça avait été négocié, et soyez solidaires d'Ukrainiens qui ne sont rien pour vous, en commençant à souffrir de l'autre côté. Je vous garantis que la solidarité s'arrête très très vite, parce que la générosité est un acte très singulier, très rare, et qui n'est pas partagé par tous les peuples. Il y a des manifestations de soutien, et c'est très bien, mais pardonnez-moi, mais elles sont très marginal. Peu remplies, quoi. C'est marginal, hein. Très très marginal. Voilà. Ça me rappelle d'ailleurs des manifestations pour la Palestine. Tout à fait. Il n'y a personne, en fait. Bon, après, sur le plan média, je pense que... Et pourtant, ils en mettent des caisses dans les médias. Pourtant, je pense que, à mon avis, quand tu regardes maintenant un peu le déroulé, regarde, quand la guerre a commencé, ou entre guillemets l'attaque, la première chose qu'on a fait en Europe, c'est qu'on a décidé tout de suite, on a fermé les chaînes de télévision. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, maintenant, avec du recul, on a l'impression que le film, on est en train de dérouler, tu vois, tout était prêt. Donc, on commence par quoi? Par les médias, donc il n'y a pas d'RT. Comme si RT, c'était la chose la plus importante de fermer cette chaîne. Sputnik, les deux, c'était vraiment... Alors ça, et derrière, tout de suite, on n'a pas parlé de diplomatie, on a tout de suite parlé de sanctions économiques. Après, l'Europe a dit, on n'achète plus de gaz. On a dit aux gens, si vous achetez du gaz, ben vous financez la guerre. Comme si Poutine, il attend que tu lui achètes du gaz pour aller acheter des armes. Tu vois, t'as l'impression qu'aujourd'hui, le film, il est en train de se dérouler. Moi, je pense qu'effectivement, ça a bien été préparé depuis très 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 bien longtemps par les États-Unis, affaiblir l'Europe. Il faut une guerre mais là, c'est même, je crois que c'est même pire parce que, je sais pas si dans leur schéma, parce qu'ils sont quand même relativement intelligents, ces gens qui préparent effectivement ce genre d'événement-là,
si tous les hypothèses sont sur la table, est-ce que le problème de l'Italie sera là? Si demain l'Allemagne, parce que l'Allemagne va au-devant d'une crise qui va être à mon avis beaucoup plus grave que ce qui va se passer en Italie. La France, est-ce qu'il y aura des mouvements sociaux? Là, comment vont faire les Américains? Ils vont pas faire comme le Covid, ils vont pas nous envoyer des sous, ils vont pas nous donner des sous, parce que pour faire quoi avec les sous? Et là, à mon avis, on risque d'aller au-devant de gros problèmes au niveau européen. Est-ce que les Américains l'ont anticipé? Mais moi, je peux te dire que cette guerre, à mon avis, elle a été préparée depuis bien longtemps. Allez, c'est parti pour le zapping. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée, parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Et des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. C'est l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas mis ici pour souffrir, ok? Ok. Alors, dans le zapping aujourd'hui, à commenter, messieurs, tout d'abord, et pour commencer, Marco Mouli, mon Philippe. Ouais, Marco. Ici. Marco Mouli était invité de la nouvelle émission de Léa Salamé et de Christophe de Chavannes. Ouais, ça s'est clashé. Et ça s'est un peu clashé, écoutez. Moi, je vole pas les gens. Moi, c'est l'État ou les banques. Les téléphones, c'était... Les téléphones, c'est l'État. Apprenez votre sujet. Okay. Et là, vous allez me c'est l'État avec la taxe. C'est l'État, c'est les gens. Vous avez jamais embrouillé quelqu'un? Jamais, à part les banques. Le seul que je voudrais embrouiller, c'est vous. Ouais. Non, pour de... Ah oui, c'est pas pourquoi. Pourquoi vous voulez l'embrouiller? De l'argent. Pardon? Je vais vous prendre de l'argent. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'en ai plus. Il n'en a plus de Chavannes, ça y est, hein, il n'a plus d'argent. Marco Mouli, voilà. Bon, voilà, c'est tout. Mais il a sorti son bouquin, il marche bien. Hein, ah ouais? C'est un copain de Philippe, ça encore? Ouais. T'aimes bien les clashers, toi. Tiens, un copain de Gamal, Yann Moix. Ah, ouais. Il était invité dans la même émission, écoutez. Je souhaite la mort physique de ma famille. Vous savez, il y a quelque chose de génial dans le fait de souhaiter la mort des gens. C'est pas pour ça que ça arrive. Dans le métro, il m'est déjà arrivé de souhaiter la mort de quelqu'un parce qu'il m'entendait. Et si on m'avait annoncé son décès, j'aurais été... Quelqu'un de votre famille qui vous entend dire « Je souhaite la mort totale de ma famille » peut avoir une crise cardiaque. Bon, Yann Moix, ça va pas très bien en ce moment. Hein. Non, mais je vais dire simplement, c'est que ce type est complètement déséquilibré mental. Quand on dit des débilités comme ça, on souhaite la mort des gens, mais on ne souhaite pas la mort des gens. Sauf peut-être dans une bagarre violente, mais vraiment c'est gravissime. Et lui, c'est sa famille. Une colère où tu souhaites... Non, mais ça c'est... moi, je suis passé à autre chose, j'ai fait une thérapie, je souhaite une vie qu'elle soit c'est des vœux pieux, faut être très honnête. Quand on en arrive à un tel niveau de haine, c'est qu'on ne s'aime pas, tout simplement. Ce type-là, il en veut à sa famille, pourquoi? Il faut se poser la question. Bon, après, moi, j'ai juste une question. Là, c'est Yann Moix qui dit ça. Oui. À supposer que la personne qui dit ça s'appellerait Mohamed ou Ali. Prison, terroriste. Tu imagines un type, on le laisse parler à la télévision, il est en train de souhaiter ou de... J'avais fait des descentes. La mort des gens, c'est quand même quelque chose de grave quand même. Et sincèrement, son cas est pathologique. Mais c'est pas antisémite, Christophe, il faut aller plus loin. Non, mais c'est gentil. Non, mais négationniste. Non, mais à la télévision, quelqu'un qui parle de mort comme ça de gens, sincèrement, si ça s'appelait Mohamed, on aurait dit c'est d'extrémisme. Oui, bien sûr. Lui, c'est de la pathologie. Et lui donner un micro, sincèrement, moi, je comprends pas. Je suis assez d'accord. Le parallèle est assez bon, moi. T'imagines, c'est bizarre quand même. Tiens, Jean-Luc, toujours dans la même émission, décidément, il y avait beaucoup de monde dans la nouvelle émission de Léa Salamé, qui a plutôt bien marché d'ailleurs. Ouais. Jean-Luc Mélenchon qui a tenté de s'expliquer sur l'affaire Adrien Quatennens et sur son tweet polémique. Il a tenté. Tout le monde peut faire mieux. Moi aussi. Mais je crois pas que ce soit ça le problème. C'était il y a 1 an. Depuis 1 an, il n'y a pas de récidive. Donc, on doit tenir compte du fait que cet homme s'amende en public, qu'il est dans une procédure de divorce, et que toute la France se mêle de son divorce. Voilà. Donc il a dit il n'y a pas de récidive, c'est bon, il a admis, on passe à autre chose. Alors il y a un truc qu'il faut savoir en justice aussi, c'est important quand même, c'est l'intentionnalité des faits. Est-ce que la personne a eu l'intention de frapper avec un calcul de violence volontaire, ou est-ce que la personne, sous le coup de l'émotion, donc qui ne se contrôlait plus, donc il n'y a plus d'intention, mais une réaction émotionnelle, on parle beaucoup de meurtres qui sont prémédités, donc ceux-là sont condamnables, et on parle beaucoup de meurtres qui sont moins condamnés, qui sont des meurtres liés à l'émotion. Là c'est plus une réaction, puisque c'est une réaction de bagarre. Oui, donc ça veut dire que le type, on peut dire, ce gars-là avait l'intention de massacrer. Il n'y avait pas bagarre. Non mais là c'est un coup de colère qu'il a eu. Coup de colère, visiblement ça s'est un peu bousculé, etc. Non, ça c'est après ça. Vous n'entendez pas les crimes passionnels? Ouais,
Le crime passionnel est moins puni par la loi que le crime prémédité. Pourquoi? Parce que dans le passionnel, on dit que la personne perd le contrôle de son esprit. Et là, en substance, bon, il faut se rappeler quand même des faits. Hein. Ce monsieur, le rouquin, là, j'ai plus son nom. C'est celui-là, ouais. Donc, quand j'entends toujours à la radio, je plains toujours. Le message. Il ne verra jamais. Ce monsieur, donc, qui est en train de faire, de subir un pugilat parce que sa femme l'a jeté et qu'il voulait pas partir et que ça s'est mal passé. C'est une dispute conjugale classique. Il s'est mal comporté, mais ça ne mérite pas ça. Il a raison. Tiens, Philippe. Sandrine Rousseau, elle est sur tous les plateaux, et ça s'est un peu mal passé sur LCI vendredi matin avec Elisabeth Martichoux. Bon, ça s'est un peu crêpé le chignon, puis elle s'est barrée. Sandrine, écoutez. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes une femme politique, et nous sommes en politique, et c'est un droit de avancer le débat. C'est un droit qu'on va avancer le débat. Et vous voyez, me renvoyer en permanence à la position de victime, c'est encore une fois. Non, je viens. Qu'est-ce que je viens de dire? Mais ça n'est pas possible de poser le débat. Je viens de vous dire quoi? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous dire. Vous n'êtes pas une victime. Je viens de dire, vous n'êtes pas une victime. Vous ne m'avez pas entendu. Bonne journée. Elle quitte le plateau. Voilà. Sandrine Rousseau qui part. Elle est imbuvable, franchement. Alors, ce que je peux dire, c'est que moi, la seule chose qui m'a dérangé, c'est quand elle a dit je suis une leader politique, machin, etc. Enfin, du coup, de fait, c'est un peu vrai dans le sens de l'écoféminisme, parce qu'il y a personne. Enfin, il y avait Raphaël Rémy-Leleu et Sandrine Rousseau l'a supplanté et a plié le match. Mais effectivement, moi j'ai revu l'interview. Je considère que Martichoux lui est rentré grave dans la gueule. Et en gros, c'est pas comme ça qu'on va aider à libérer la parole. Tout à l'heure, t'as dit les gens portent pas plainte et tout. C'est très compliqué de porter plainte quand t'es victime d'abus, de violences sexuelles, d'inceste. On est dans un pays de droit. Non, mais il y a pas une question d'un pays de droit. Écoute, on peut pas aller que sur des suppositions. Non, mais tu peux pas. Je veux dire, tu peux pas dire des trucs comme ça. C'est très compliqué. Non, mais je te le dis. Pour être une de ces victimes, c'est pas facile de porter plainte. Non mais attends, s'il te plaît. Vraiment, il y a des sujets. Il y a des sujets qui peuvent être très compliqués et vraiment, je te le dis, parce que visiblement t'en as pas conscience et tu l'as pas vécu, et tant mieux. Alhamdoulilah, comme elle dirait Zora Habitant. C'est très compliqué de porter plainte parce que t'as le poids, le regard, la honte, machin, etc. C'est ultra compliqué quand tu le fais en plus à des dommages collatéraux juste incroyables, surtout quand tu es une personne médiatique, etc. Et quand tu as des gens qui aident les autres à libérer la parole, il faut libérer la parole, il faut qu'on se sauve de ce fléau qui sont les viols, qui sont les agressions sexuelles, qui sont l'inceste, et comment on fait quand tu peux pas libérer la parole, et quand tu libères la parole tu te fais éclater. Non mais là on va sur monsieur, on parlait pas du tout de ça là. Tu vas sur monsieur. C'est ça. Là on parlait pas. Et cette dame là, Sandrine Rousseau, pour moi c'est pas une femme politique, parce que quand on est un homme politique, on doit maîtriser ses émotions, et on est sur un plateau. Je regrette. Sinon on fait pas de politique. C'est des êtres humains. Il peut. Non, est-ce qu'on a dit non, c'est un être humain. Qui subit. Alors c'est pas ma copine. Je vais vous dire, on va reprendre nos propos. Non, on va reprendre ce que l'on dit, et l'important c'est qu'on se tienne à ce qu'on dit. Moi je te dis, Sandrine Rousseau, c'est pas le comportement d'un homme ou d'une femme politique. Quand tu es sur un plateau télé, tu sais que le journaliste en face, il te rentre dedans, je regrette, tu dois rester sur le plateau télé, voilà, que tu le veuilles ou non, sinon tu fais voilà, point barre. Et en faisant ça, on sait bien qu'il quand le journaliste revient 10 fois sur le même truc parce qu'il veut obtenir absolument sa réponse, fait partie du jeu. Eh bien moi j'ai envie de dire simplement une chose, c'est que, et là je rejoins totalement et à 100% Ali, c'est inadmissible qu'une femme qui se prétend politique, qui voudrait diriger les autres, qui prend une responsabilité très lourde, ne soit pas capable de maintenir ses nerfs. C'est intolérable et elle est responsable. Maintenant, madame veut le buzz, pour le buzz, elle passe son temps à foutre la pagaille juste pour exister. Donc je suis désolé, ça n'est pas une femme politique, c'est une troubillonne qui vaut bien le petit Zemmour. C'est un être humain. Non, une femme politique n'a pas le droit de faire ça. Elle n'a pas le droit de faire. Je le mets au même niveau. Non, je te dis, je le mets au même niveau. Que ce soit Zemmour ou elle, c'est... Tu vois, il perd son câble. Parce que j'ai le droit. Mais j'ai le droit. Mais j'ai le droit, je ne suis pas un homme politique, la différence elle est là. Quand tu es engagé, que tu prétends diriger les gens, les éclairer, leur donner une orientation, tu n'as pas le droit de pas maîtriser tes nerfs, c'est pas sérieux. Comme pour Ségolène Royal lorsqu'elle a perdu ses nerfs devant Sarkozy. C'est pour ça qu'elle a perdu. Non mais c'est pour ça que les temps changent. C'est pour ça qu'elle a perdu.
C'est pour ça qu'il faut que les temps changent. Ah non, on ne doit pas citer. Les temps changent. Mais si on regarde sur tous les débats télévision qu'il y a au travers de l'Europe, aux États-Unis, tout ça, ce genre de comportement-là, je le dis, non seulement il est inadmissible, premièrement, et puis quand tu dis c'est une femme et ça reste une femme, sincèrement, c'est un être humain, une femme, peu importe. Voilà, ce genre de comportement-là, à mon avis, ça laisse présager que si elle est comme ça, peut-être qu'en comité restreint, ou peut-être effectivement, elle, à mon avis, son idée, c'est qu'elle dit c'est A, c'est certainement pas B. Donc je regrette, lorsque tu fais une émission politique, bah tu dois effectivement accepter, et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a des journalistes, leur objectif, c'est d'exagérer, c'est de te provoquer, mais je regrette quand tu ne sais pas maîtriser tes émotions, tu n'as pas vocation à change de métier. Attends, des gens qui maîtrisent très bien, Gamal, enlève le casque, tu hurles, je te jure. Ah, excuse-moi les gars. Pour conclure mon propos, j'oublie. Ah, c'est vrai que c'est mieux. Pour conclure mon propos, simplement dire que d'abord un homme ou une femme politique prend la responsabilité de diriger les autres, de leur donner une solution. Donc il n'a pas à s'énerver. Ensuite, depuis on a insulté sa mère, cette femme. C'est un truc personnel? Non, c'est pas personnel, c'est du débat politique. Donc si madame n'est pas en mesure de faire, qu'elle laisse sa place à des gens compétents. Tu as fait référence tout à l'heure, alors tu as pris référence à Royal, pour laquelle je commence à avoir de la sympathie parce que je trouve qu'elle commence à l'ouvrir aujourd'hui, c'est intéressant. Mais au-delà de Royal, je vais prendre un exemple très concret. C'est facile de l'ouvrir quand tu n'as plus beaucoup de postes à responsabilité. Tu prends Mélenchon ici. C'est pas. Maintenant, Mélenchon était incapable de se tenir à l'époque. Il a fallu quand même 70 ans pour qu'il y arrive. À chaque fois qu'un homme ou une femme, parce qu'il y a une question de tenue, un homme ou une femme politique n'est pas capable de tenir sa scène, n'est pas capable de contrôler ses airs, on ne peut pas les faire confiance. Allez, dans un instant, on écoutera Madame Borne, qui était invitée de BFM TV. Alors, on s'attendait à une annonce importante, puisqu'elle a rencontré Macron sur la réforme des retraites. Donc, il y a 2 minutes, si je peux l'exprimer. Et Madame Borne nous a appris rien du tout en fait. Ce matin, c'est pas mal non plus. On y revient dans un instant. Et puis on va parler des réseaux sociaux. Tiens, ont-ils un bel avenir pour nos démocraties? C'est le sujet de notre deuxième débat à suivre. Le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Ali, avec Philippe Bouriaki, avec Gamal Abina pour ce lundi. Commencer la semaine sur les chapeaux de roue avec Elisabeth Borne qui était l'invitée ce matin de BFM TV. Elisabeth Borne, la première ministre évidemment, qui a rencontré Emmanuel Macron. Et on parle évidemment de la réforme des retraites qui est tant décriée et qui fait couler beaucoup d'encre, et on s'attendait à avoir une réponse quant à la méthode employée par l'exécutif concernant cette réforme des retraites. Est-ce qu'on est favorable au dialogue comme le préconise Bayrou et Édouard Philippe? D'ailleurs ils étaient ensemble, c'était assez marrant de les voir tous les deux, qui sont pas les meilleurs amis du monde. Ou alors est-ce qu'on fait passer ça dans un projet de loi avec la sécurité sociale en force quoi? Et on a posé la question ce matin, enfin Apolline de Malherbe a tenté de poser la question. Voici la réponse de Elisabeth Borne. Tous les organismes qui évaluent l'équilibre de notre système de retraite nous disent que cet équilibre, il se dégrade, le déficit se creuse. Nous refusons d'augmenter les cotisations et nous refusons de baisser les pensions dans les engagements du président de la République. Donc mécaniquement, vous allez allonger la durée du travail. Dans les engagements du président de la République, je dis même qu'on a prévu de revaloriser les plus petites pensions. Donc, du coup, la solution, c'est en effet de décaler progressivement l'âge effectif de départ à la retraite, et je le redis naturellement, en tenant compte des carrières longues, en tenant compte de la pénibilité. Je vous repose quand même la question, parce que Emmanuel Macron, candidat, avait parlé de 65 ans, puis de 64 ans. Lequel des deux chiffres faut-il retenir ? On aura l'occasion d'avoir ce débat, et moi je souhaite qu'il y ait du dialogue, de la concertation avec les partenaires sociaux, avec les groupes parlementaires à l'Assemblée, et on est en train de chercher la meilleure voie pour à la fois mettre en œuvre cette réforme rapidement, à l'été 2023, en même temps trouver une place pour du dialogue et de la concertation. Borne, vous avez reçu un par un chacun des présidents de groupe, de l'opposition, de la majorité. Vous avez longuement déjeuné avec Emmanuel Macron vendredi pour vous mettre d'accord, et vous nous dites ce matin que vous savez toujours pas ce que vous allez faire. Alors vous avez vu qu'on a prévu avec le président de la République d'avoir un échange cette semaine avec naturellement les ministres concernés et les responsables de la majorité. Je peux vous rassurer, la décision avec le président de la République, on décidera d'ici la fin de la semaine. Et pourquoi d'ici la fin de la semaine et pourquoi pas la semaine dernière ? Parce qu'on cherche la meilleure voie pour, je vous dis, à la fois mettre en œuvre cette réforme rapidement, à l'été 2023, en même temps avoir laissé la place au dialogue et à la concertation. Si vous faites...
Voilà, alors en fait, elle fait passer le message quand même que elle est plus favorable au dialogue parce qu'elle le sait. C'est le fusible, Elisabeth Borne. Si effectivement la réforme des retraites, comme le souhaite Emmanuel Macron, passage en force, c'est elle qui va sauter la première. On est d'accord là-dessus. Et pour le coup, elle fait passer le message que elle est plus favorable au dialogue. Or, ça serait pas le cas d'Emmanuel Macron qui souhaite faire passer cette réforme en force. Et c'est vrai que dans un contexte comme on connaît aujourd'hui la France, parce qu'on parle de la France, ça risque de quelque peu déclencher un incendie là. Et pour le coup, tiens, déjà la RATP qui annonce une grève dès mercredi pendant 3 jours. Sachez-le, RATP, mercredi, jeudi, vendredi, pour des questions de pouvoir d'achat dans un premier temps. Mais bon, voilà, donc ça commence. Ali, sincèrement, l'exécutif là aujourd'hui a 2 options. Soit je mets le feu à la maison, je fais le passage en force, ou soit je préconise le dialogue, je pourris un peu la situation, et puis ma réforme passera, comme ils l'ont indiqué, à l'été prochain. Ça va dépendre effectivement du poids que va avoir Elisabeth Borne face à Emmanuel Macron. C'est ça. Moi je pense qu'effectivement, il y a le contexte interne au pays, et puis le contexte un peu européen et international. Là, ils viennent de voir ce qui se passe en Italie. C'est pas forcément bon, tu vois. Le côté extrême, c'est très dangereux. Toujours pour le même problème, l'immigration. N'oublie pas qu'il est dans son dernier mandat et que. Oui, mais je sais, mais il y a des choses sur lesquelles il peut jouer en interne, mais ça se fait tout ça dans un contexte. Si effectivement il n'y a peut-être pas la guerre d'Ukraine, je pense qu'il aurait, à mon avis, il serait allé en force, et à mon avis, il aurait peut-être réussi. Là, il y a la grogne qui va arriver. On dit que l'Allemagne, ça va commencer. On parle de l'Angleterre. Là, l'Italie, certainement. Tu vois, ils ont carrément mis l'extrême droite au pouvoir, l'Espagne aussi, donc c'est très dangereux. Donc si tu veux une coalition au niveau européen, et si la France demain matin les gens commencent à sortir dans la rue, à mon avis pour le pouvoir d'achat, et Elisabeth Borne, je pense qu'elle est consciente, puisque regarde, on est en train de nous annoncer des hausses, tu vois, des hausses de péage, des hausses au niveau du gaz, des hausses au niveau alimentaire, donc électricité, donc quelque part, et surtout, comme je l'ai dit la semaine dernière, ce que je n'arrive pas à comprendre, et moi là-dessus je comprends pas pourquoi en face les hommes politiques ne posent pas la question, quid des caisses de retraite aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a comme des caisses de retraite qui sont quand même relativement pleines, et je comprends pas pourquoi on est en train de dire aux gens, il n'y a pas urgence en la demeure. Loin, il y a BlackRock peut-être mais bon, BlackRock ils sont en train d'acheter de l'immobilier dans le monde, donc ça va, mais je pense qu'Elisabeth Borne, effectivement, elle a l'air un peu quand même beaucoup plus assagie que le président, à mon avis. Bon, il y a Anis qui veut vous parler qu'on a retrouvé. Anis. Bonjour à tous, oui, Anis, alors. Écoutez Christophe, moi je voudrais juste faire un rapport avec le sujet que vous êtes en train de développer là tout de suite, avec le sujet précédent. Moi, ça me fait toujours rigoler quand on agite le chiffon rouge de l'extrême droite, etc. Je veux dire, quand on voit cette jeune dame en Italie, elle ne fait absolument pas peur au système. C'est une atlantiste tout à fait assumée, une européiste n'en parlant pas. De plus, elle dépendra de sa politique, de la Commission européenne parce qu'il y a de sa politique économique. Donc par conséquent, le système est complètement verrouillé, elle n'a aucune marge de manœuvre, sa politique monétaire est menée par la BCE, sa politique étrangère est tracée par son appartenance à l'OTAN, donc par conséquent, je veux dire, c'est absolument une fausse extrême droite, c'est une sorte de Marine Le Pen italienne qui est là pour jouer un rôle de faux opposants dans un contexte tendu, et aujourd'hui, lorsqu'on voit par exemple, vous parliez des retraites, je veux dire, votre invité, votre chroniqueur disait tout à fait justement qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait une urgence en la matière, alors qu'en réalité, ce sont des orientations qui sont définies par la Commission européenne. Je veux dire, il y aura une réforme des retraites, tout comme il y a eu, par exemple, des sujets tout à fait accessoires et secondaires, comme le mariage pour tous, par exemple, qu'il fallait absolument que ça passe coûte que coûte, parce que c'était également une injonction de la Commission européenne sur les sujets sociétaux. Donc, par conséquent, ne faisons pas semblant de ne pas voir, alors qu'en réalité, il y a des explications à tout. Donc on est soumis à l'Europe en fait, on se soumet. Écoutez Christophe, moi je vous annonce que la zone euro va finir par apaiser, surtout sous le poids des événements et de la colère sociale qui est en train de gronder. Il faut voir ça comme des plaques tectoniques. On n'en voit pas aujourd'hui les manifestations, mais ça ne serait tardé. Et j'ai vraiment l'impression que les dirigeants européens, dont malheureusement Macron, est là pour
liquider, par exemple, le système de retraite. Et donc, on voit bien qu'on va aller petit à petit vers une sorte de privatisation forcée. Et je veux dire, quand on étudie l'histoire du capital sur le long terme, il ira là où il pourra dégager des profits. Maintenant, nous sommes à la croisière des chemins, soit les populations européennes en particulier, parce que ce sont celles qui sont habituées à plus de liberté publique, etc. Donc, c'est là que ça se passe aujourd'hui. Donc, il va y avoir une confrontation entre la population et les pouvoirs que l'on pourrait qualifier de pouvoirs profonds aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Alors, qui veut répondre à Nice? Moi, je vais répondre. Oui, vas-y, Gamal. Déjà, on ne peut pas relativiser l'extrême droite italienne parce qu'elle se réclame du mussolinisme, clairement, elle l'a dit dès le départ. Ensuite et surtout... Ouais, mais les arguments d'Annie sont plutôt bons, c'est-à-dire qu'elle... Ah non, ils sont bons, oui, ils sont bons. Si on oublie ce qu'est l'extrême... Non, si on oublie ce qu'est l'extrême droite atlantiste l'a toujours été, je veux dire, Hitler n'était pas anti-américain, ultralibéral. L'extrême droite des années 30 n'est pas l'extrême droite d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle faut mettre un jour les logiques quand même. Christophe, la différence entre les années 30 et maintenant, c'est qu'il y a eu des massacres de grande échelle qui font qu'ils ont dû y aller en douceur. Mais l'idéologie d'extrême droite, c'est une idéologie ultralibérale. C'est ça, l'extrême droite. C'est pas du libéralisme ou un contrôle d'État. Et l'extrême droite, effectivement, ne peut pas aujourd'hui, pour des raisons économiques évidentes, refuser, par exemple, l'Italie, il y a près de 200 milliards qui va être fait par la BCE, ne peut pas tourner le dos à 200 milliards quand on a une croissance zéro. La question italienne de l'extrême droite, c'est comme Orban, elle se pose sur deux fronts. Il y a l'idéologie d'un côté et le réalisme politique. Je prends un exemple très concret, par exemple, elle est plutôt favorable au retour de la Russie pour des raisons économiques évidentes. Comme Orban au demeurant que l'extrême droite. Donc ça, c'est des questions qui se posent, ils sont en rupture dans certains aspects, mais pas dans tout. Maintenant, on ne peut pas relativiser la montée des extrêmes, puisqu'elle est là, et l'idéologie est très claire, c'est du racisme, il n'y a pas de problème, ils le revendiquent. Et à côté de ça, dire que parce que l'Europe fait de mauvaises choses, et elle en fait beaucoup, évidemment, là-dessus on ne peut pas discuter, on relativise d'un danger pour un autre. Macron, aujourd'hui, veut faire la réforme des retraites, alors on va parler très rapidement, juste très rapidement. La réforme des retraites, c'est l'arlésienne, ça fait très longtemps qu'on en parle. Dès qu'on touche, alors faut pas se tromper, c'est pas les retraites en vérité, j'aime pas ce terme parce que c'est généraliste, ça veut rien dire. C'est les retraites des fonctionnaires de la fonction publique, c'est ça, des retraites. C'est des précarés, c'est des petites niches comme ça, où chacun a sa petite retraite séparée, dans lesquelles on va le mettre dans le même sac que les retraites du public. C'est ça, du privé. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit ou pas, et là c'est une vraie question qu'on peut poser, privatiser comme le voulait à l'époque Sarkozy, qui n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu les subprimes, est-ce qu'on doit privatiser les retraites? C'est une vraie question, moi je suis pas forcément pour, loin s'en faut, mais je pense que d'un côté il y a des retraites de favorisés, d'autres des défavorisés. Écoutez monsieur Abina, j'ai bien écouté vos arguments, je n'ai pas le temps malheureusement de répondre dans le détail, je vous répondrai par la voix de Nicolas Sarkozy qui disait nous irons tous ensemble au nouvel ordre mondial et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Alors tout le monde connaît cette phrase, très démocratique. C'est pas un type très intelligent, mais bon. Sarkozy était un peu bête, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais bien sûr, mais tout ce qui est intéressant est bête, à vos yeux. Non, Sarkozy est bête, c'est pas ce qui est intéressant, ce que lui dit est bête. C'est quelqu'un de bête. Le nouvel ordre mondial, ça vient de Woodrow Wilson. C'est très vieux. Non, bien sûr, non, mais vous pouvez toujours me citer qui vous voulez. C'est un président américain. Avant le Premier mondial. En tout cas, cette phrase, elle émane de Nicolas. Il n'est même pas très intelligent, on est d'accord. Qui a été tout à fait explicite. Ne parlons pas du référendum de 2005, ne parlons pas... Le déni des peuples, là-dessus on est d'accord. Etc., et j'en passe. Donc, aujourd'hui, il y a, je dirais, une dynamique qui nous amène dans le mur. Voilà. Et ils n'ont pas d'autre choix que d'aller dans le mur. Parce que, aujourd'hui, il est impossible pour eux de faire marche arrière. Et quand je dis pour eux, c'est une partie de l'oligarchie planétaire qui, via les institutions internationales et les institutions européennes, nous emmène dans le mur. Et moi, je suis très sérieux quand je dis ça. Et je m'étonne, monsieur Abinat, vous qui êtes un homme tout de même averti, vous avez certainement des enfants, vous essayez de voir un petit peu quel sera le monde d'après pour vous-même, pour vos enfants. Moi, je n'ai pas envie que les générations futures vivent dans un monde où ils seront systématiquement QR-codisés par une société de traçage, par une société de restriction, par une société de familles organisées, puisqu'on y va petit à petit. Et aujourd'hui, il y a, avec cette situation en Ukraine, vous disiez tout à l'heure, quelqu'un disait, moi je suis pro-ukrainien, mais
Peu importe, moi je suis pour que les populations civiles soient sauvegardées, quelles qu'elles soient, en Irak, en Libye ou ailleurs, tout comme en Ukraine. Et aujourd'hui, on voit bien que les Américains sont prêts à faire la guerre à la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Non mais Alice, on va la faire simple. Quand vous voyez Bernard-Henri Lévy faire le mariole en Ukraine, franchement, c'est pas bon du tout pour les Ukrainiens. Oui, mais c'est un pauvre type, lui. Oui, non mais d'accord. Moi, mais Misrata en Libye en 2011. Mais il a fait ça en Yougoslavie, il a fait ça partout. C'est un pauvre type. Je parle même pas de cet imbécile. Je parle en sérieux. Il a raison sur un point. L'Amérique profite effectivement à plein de cette guerre. Ça y est pas problème. Merci Anis, en tout cas pour ton appel et cet échange avec Gamal Abidin. Rapidement parce qu'on est très en retard, les amis. Les réseaux sociaux. Là, je parle de Facebook, d'Instagram, de TikTok, de Twitter. Philippe, est-ce qu'ils ont un impact terrible dans les révolutions, dans les conflits, dans les crises sociales? Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, c'est un élément à prendre en compte et qui peuvent avoir leur importance? On le sait d'ailleurs, tout se sait maintenant au travers des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, toi, Philippe, tu as couvert les gilets jaunes et tu as utilisé les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ont été un bel outil de transmission et d'information. Bien sûr. Aujourd'hui, franchement. Après, il y a deux choses qui sont confrontées. L'image reçue, comment elle est perçue, et l'image reçue, mais parce que elle est propagandiste. Voilà. Très clairement, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des organes de manipulation via certains internautes qui sont entre guillemets des leaders d'opinion parce qu'ils sont très suivis et qui peuvent diffuser une fausse information et elle se propage comme une vérité parce qu'elle vient de plusieurs sources différentes. Et donc autant c'est un vrai espace de liberté et de démocratie, les réseaux sociaux. Ouais. Autant celui qui a le contrôle des réseaux sociaux avec des algorithmes très intelligents peut inverser le cours de l'histoire et en manipulation entre guillemets mentale, sans être complotiste ou quoi que ce soit, pouvoir faire basculer une élection. On regarde ce qui s'est passé avec Facebook et Donald Trump, ça a été flagrant et catégorique. C'est-à-dire que Facebook aujourd'hui, par exemple, tu vois, regarde, non mais Facebook aussi, oui, Twitter, c'est encore plus grave. tous les réseaux sociaux, Regarde, avant le nouvel algorithme de Facebook, je faisais une vidéo, même si je disais poète camion, partagé en plus par 16 ou 17 groupes qui regroupent pas loin de 120 000 personnes, je faisais entre 1500 et 7500 vues, sincèrement. En ce moment, je fais des vidéos, quand elles dépassent 200 vues, je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce que l'algorithme de Facebook freine la vision, fait descendre ta vidéo vraiment très bas, il faut que les gens il faut vraiment y descendre, pour t'obliger toi à la sponsoriser pour qu'elle soit vue. Tu sais où faut que tu ailles? TikTok, mon ami. Ouais. TikTok, attention. L'algorithme est complètement différent. Et d'ailleurs, je salue un des chroniqueurs qui est très présent sur TikTok, qui fait plus d'1 million de vues par semaine. C'est notre ami Ismaël Boudjekada. Donc voilà. Bon les gars, je m'en fous de vos réactions d'Ali et de Gamal parce que j'ai pas le temps en fait, tout simplement. Dans un instant, bah oui, je voulais écouter Philippe, il a pas beaucoup parlé, voilà. Dans un instant, on va parler de K2000, ça vous rappelle des souvenirs de K2000? La série La Belle Histoire va nous expliquer l'histoire du générique de K2000, le quiz et la battle. Faut-il que la France arrête ou pas son aide à l'Ukraine? À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. La battle dans un instant avec cette question, la France doit-elle arrêter d'aider davantage l'Ukraine? C'est la question en battle avec Philippe Boyaki, Gamal Abidin et Ali. Et vous, auditrices, auditeurs, à la question vous répondez sur Twitter, le Grand Forum FM2. Le quiz, mais pour l'heure, c'est la belle histoire des génériques, aujourd'hui consacrée à une série qu'on a tous vue. Ah oui, on se souvient de Kit, de Michael Knight et de K2000. La belle histoire des génériques. K2000, 1982-1986. C'est un anniversaire qui ne passera pas inaperçu. Aujourd'hui, il y a 40 ans, jour pour jour, apparaissait sur les écrans américains sur NBC, le dimanche 26 septembre 1982, la mythique série K2000, lancée par le producteur Glenn Larson, qui propulsera David Hasselhoff, jeune acteur révélé par le soap américain Les Feux de l'amour, au rang de vedette mondiale. Michael Knight, un aventurier des temps modernes, est justicier au service des plus faibles. Il est embauché par la Fondation pour la loi et le gouvernement, qui lui confie une voiture ultra perfectionnée à intelligence artificielle, nommée Kit, dotée de nombreux gadgets électroniques, aide le valeureux Michael Knight dans ses missions les plus périlleuses. 4 saisons, 91 épisodes entre 1982 et 1986, la série arrive dans le cadre du programme À fond la caisse, diffusé sur la 5 à partir du 22 avril 1986. Depuis multi-rediffusée sur TF1 à M6, en passant par NT1 et RTL9.
Il y a eu un reboot. En 2008, appelé le retour de K2000, Knight Rider, il connaîtra un succès éphémère de 17 épisodes. K2000 restera la série d'anticipation la plus géniale de sa génération, l'entreprise embarquée qu'est l'électronique étant de nos jours dans toutes nos voitures, sauf le turbo. Je vous propose d'écouter ce générique K2000 1982-1986 et bel anniversaire. On se souvient de K2000, hein, Gamal, avec la voiture kit. Ouais, j'ai pas vraiment regardé, j'avais pas trop cette série parce que je trouve ça un peu pas crédible la voiture qui parle. Oui, mais c'est bien en tout cas. Non, mais je préférais quand même Captain Flamme. Ouais. Captain Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. C'est pour la petite histoire qui écrit la chanson de la nuit. Captain Flamme. Quiz. Allez, le quiz. Abina, Boyaki, Ali. Je suis pour. Dans quelle ville française le meeting de Jordan Bardella a été perturbé? Aucune idée. Orléans, non. En Bretagne. Reims. Non. Bretagne, Reims. Non, formidable. Non, je veux dire Rennes. Bonne réponse. Reims, Rennes, c'est bon, ça va. À 600 km. Il veut se faire élire. Ouais, mais pas Rennes ni à Reims. Donc ça va. Ah oui, Reims, il est all. Rennes, Reims. J'ai dit Reims au début, mais je suis dyslexique, je confonds les deux. Oui, bien sûr. Moi qui suis une brève, j'aurais pas dit. Quel quartier d'affaires parisien, messieurs, a annoncé La Défense. Ah non, ça vous faites du 8H. A annoncé une baisse de 15% d'énergie. C'est effectivement la Défense. Quartier d'affaires. Bah tu vois, c'est sympa quand même. Quel hôpital a été hacké? C'est une copie de Corbeil-Essonnes. Je vous explique rapidement. Corbeil-Essonnes, donc il y avait une demande de rançon assez importante qui a pris fin vendredi dernier. Depuis, eh bien, les diplômes des médecins, les dossiers des patients, les RIB, les cartes de vitales se retrouvent en vente aujourd'hui. Alors ça, c'est un domaine que je connais bien parce qu'on travaille là-dedans. En fait, le principe, c'est très simple. C'est qu'en fait, quand tu vas à l'hôpital, ils ont des serveurs, et dans les serveurs, ils disposent de toutes les informations dès que tu rentres à l'hôpital. Donc ton numéro de sécu et tout ça, c'est stocké sur des serveurs, et il suffit que le type, il envoie le principe d'une clé, d'accord? Et le type, quand il arrive le matin, tous les gens qui allument l'ordinateur, en fait, impossible de pouvoir te connecter au serveur, parce qu'il est bloqué. Si tu payes, le mec, il t'envoie la clé, donc ça va réouvrir tes serveurs, t'as accès, sinon, tu peux pas. Le problème qu'il y a, c'est qu'en France, si on paye, ça veut dire qu'on cède aux hackers. Donc ça, on ne veut pas. Donc c'est un peu l'histoire, tu vois, du mec qui se mord la queue. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je paye pas? Si je paye, ça veut dire ça va donner des idées à d'autres personnes. Serpent, pardon, excuse-moi, serpent qui se mord la queue. Oh là là, serpent qui se mord la queue. Donc qu'est-ce que tu fais? Moi, personnellement, je dis, j'aurais payé parce que les dégâts que ça va occasionner derrière, sur toutes les données patients, c'est-à-dire numéro de sécu, il y a des gens qui sont venus par exemple avec leur permis, tu vois, s'ils ont été scannés, tout document, automatiquement le type il peut faire des faux permis, il peut faire une fausse carte vitale. Et c'est que le début, on est d'accord. Ah oui, et t'imagines si demain matin, les gens, bon, faut pas les inciter, hein, on est capable de porter plainte contre l'hôpital, l'hôpital demain matin, il fait faillite. Un hôpital qui a à peu près 10 ans. C'est privé. Non, c'est public. C'est l'hôpital sud-francilien à Corbeil-Essonnes. Et on peut même bloquer les appareils, tout l'appareil radiologie, tout ça. Est-ce qu'on peut hacker France Maghreb 2 par exemple? Ah oui, sauf si Gamel et Philippe sont dans les bureaux. C'est mort. À mon avis, ce qui pourrait être proposé aux femmes à partir de 45 ans en Europe. Aux femmes, le hijab. Non, n'importe quoi, Philippe. 45 ans? Oui, en Europe. À partir de 45 ans, aujourd'hui c'est à 50 ans plutôt. Ce genre de choses. Non, les hommes. Un dépistage à quoi? Cancer du sein, bonne réponse. On va donc abaisser l'âge à 45 ans pour le dépistage pour les femmes européennes. C'est la palpation, le meilleur diagnostic. C'est un truc sûr. Faut demander à Julien Bayou, il en connaît. Je sais pas. Non. On rigole. La préfecture de police, et c'est là ma dernière question, de Paris a démantelé un camp de migrants. Oui, en raison d'une épidémie de gale. Dans quel
quartier ukrainien. À l'Élysée. Ah, c'est Bastille. Bastille, bonne réponse. Dans un instant, la battle. Oui, la France doit-elle arrêter ou doit-elle aider davantage la France? C'est la question exacte qui est posée. Doit-elle aider davantage l'Ukraine? Ah, l'Ukraine. Gamal Abina, Ali, et pour l'instant vous êtes 21% pardon, à dire oui sur Twitter. Vous êtes 21 bonnes personnes, hein. Les autres, hein, je vous félicite pas. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et c'est l'heure maintenant, et pour finir cette émission de la battle, Philippe Bouriaki, Gamal Abina, Ali, voici le jingle. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous n'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travaillez plus, gagnez plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! Messieurs, évidemment, on parle de l'Ukraine et vous savez que la France, à l'image de son président Emmanuel Macron, est très engagée dans ce conflit, dans cette invasion de l'Ukraine par la Russie, en proposant de l'aide, bien entendu, aussi à l'image européenne, mais la France m'a l'air très impliquée en reprenant un peu les déclarations du président Emmanuel Macron qui appelle à faire pression sur Poutine. Il y aurait même, et je parle là au conditionnel, l'envoi d'hommes de l'armée française en Ukraine pour prêter main forte aux Ukrainiens. Alors, la question est toute simple. La France doit-elle aider davantage l'Ukraine? La question vous a été posée sur Twitter. Vous êtes 21% à dire oui, 79% à dire non. Philippe, pourquoi il faut que la France continue d'aider l'Ukraine? La France doit aider l'Ukraine et tous les pays qui luttent pour leur autonomie, pour leur indépendance et qui sont de fait occupés par une puissance étrangère. L'Ukraine va rentrer dans l'Europe dans les 20 ans qui arrivent, ça c'est une certitude. Et aujourd'hui, notre démocratie ne peut pas accepter l'annihilation d'une partie d'un territoire au profit d'une puissance qui en a décidé autrement. Gamal, est-ce qu'il faut que la France s'implique davantage? Oui, tout à fait, mais pas sur le volet militaire. Je trouve que c'est criminel d'alimenter une guerre comme ils le font. Je trouve ridicule d'imaginer que l'Ukraine pourrait battre la Russie. Et je trouve ridicule de laisser maintenant, il y a 1,5 million de Russes qui vont être engagés dans les théâtres d'opération. Ouais. Ça va taper très fort. Je trouve criminel d'exposer une population comme ça. Je pense que les Français seraient un peu plus nobles à pousser Zelensky, qui délire complètement, à négocier. Et je rappelle tout de même, pour information, que si la question ukrainienne est portée aux questions internationales pour des raisons que j'ai pas comprises d'ailleurs très clairement, on oublie quand même que la Russie avait aussi à l'époque avec l'Ossétie du Nord fait la même opération par rapport à un pays qui était aussi souverain et que personne n'a bougé. Donc je trouve très étonnant qu'on dise ça. Donc je pense qu'effectivement la priorité pour les Français devrait être la protection du peuple ukrainien par une négociation forcée. Ali, quand on regarde l'objectif d'aider l'Ukraine, dans quel but? Je pense que l'intérêt de la France, depuis le début, ça a été d'avoir son rôle diplomatique. Malheureusement, effectivement, je pense qu'on l'a pas laissé. Voilà. Macron a essayé, il aurait peut-être dû continuer. Là, on parle quoi? On parle que de sanctions. Ça veut dire qu'à quelque part, alors qu'est-ce qu'on fait? En aidant, on importe chez nous la guerre, on importe chez nous une crise économique et pour moi, c'est une véritable catastrophe. Et en plus de ça, on envoie des militaires, on envoie des armes. Dans quel intérêt, dans quel but? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut préparer la paix. On enverrait, conditionnel. On enverrait. On enverrait. Oui, mais chaque pays. Oui, mais comme disait à juste titre Gamal, il y a le monsieur là qui est connu mondialement. Là, Zelensky, on ne le connaissait pas il y a moins de 6 mois, et c'est devenu quelqu'un qui toute la journée passe à la télévision. Bien entendu, on n'est pas en train de dire que l'acte qu'a commis la Russie, c'est un acte. Mais on fait de la diplomatie. Hein. On aurait qu'on continue à discuter. Malheureusement, on est allé sur un registre où on a choisi un camp. Voilà. C'est pas forcément le rôle de la France, et à mon avis, je pense qu'on va le payer chèrement. Philippe, qu'as-tu à répondre à ce que viennent de dire Gamal et Ali? La France n'a pas à s'impliquer là-dedans, c'est pas notre histoire, en clair, et on n'a pas intérêt à s'impliquer davantage. Il y a des puissances étrangères qui sont impliquées en 39-45 pour pouvoir nous libérer du fascisme et du nazi en Europe. Donc cet argument il n'est pas recevable. Et le commandant Massoud disait face aux talibans, la seule option possible c'est la résistance. Et aujourd'hui, la seule donc Poutine option, pour toi c'est du fascisme? Je dis que Poutine a attaqué un pays
pacifique, même s'il y a des pacifique. Pacifique. Il y avait une guerre dans le Donbass, le Pacifique. Il y a une guerre dans le Donbass depuis 2014. C'est eux qui bombardent quand même. Si vous en silence. Non, mais attends, arrête avec tes informations, s'il te plaît. Non, mais c'est pas des mercenaires. T'as des mercenaires infiltrés via des puissances étrangères qui viennent bombarder, et donc il y a une réponse militaire à ces mercenaires. Voilà, point. Moi, c'est les Algériens, nous sommes pour l'autonomie des peuples. Donc, il n'y a aucun Algérien qui n'accepterait qu'on divise et on fragmente l'Algérie. Donc, non, mais dans le Donbass, ça bombarde depuis 2014. C'est bien les Ukrainiens, c'est pas les Russes. Non, les Ukrainiens, les accords de Minsk, personne ne les a respectés. Les mercenaires. Et la brigade d'Azov, elle disparaît. Non, on va pas réduire à ça. La brigade d'Azov, c'est les néo-nazis. T'as parlé de nazis à l'instant, c'est bien. C'est les anciens de Bandera. Stépan Bandera, qui est un nazi revendiqué, qui est mort dans les années 50. Ces gens-là ont une idéologie raciste. Moi, je pense qu'il faut faire une distinction. Il y a les Ukrainiens d'un côté. Non, juste, il y a les Ukrainiens d'un côté. Ils sont victimes d'une guerre, c'est discutable. Il faut protéger la population. Il y a la brigade Azov qui sont des racistes, qu'il aurait fallu condamner dès le départ, ça n'a pas été fait. Il y a les accords de Minsk parrainés par la SCE qui n'ont pas été respectés. C'est un tort de la part des Européens. Ils auraient dû forcer les Ukrainiens à le faire. Et il y a une minorité russe, indiscutablement, qui subissait, tu parlais des Algériens, quand même une Hogra en l'occurrence, qui se subissait une humiliation à qui on avait interdit de parler aux Russes. Il y a quand même des éléments qui ont conduit à la guerre. Je dis pas que c'est bien ce qu'a fait Poutine. Je dis qu'il fallait pas en arriver là parce qu'il aurait fallu anticiper. Attends, t'as eu à un moment donné un déplacement de population. Tu sais, c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les soviétiques lorsqu'ils ont déplacé des gens de l'Oural, des gens de l'Ouzbékistan, du Kazakhistan, les gens de Sibérie. Non mais c'est ce qu'avait fait Tito en Yougoslavie lorsqu'il y a des déplacements de population pour justement qu'il n'y ait pas une population. Une mixité, oui, bien sûr. Non, une mixité, c'était un truc voulu, programmé pour ne pas qu'il y ait une majorité d'un côté comme de l'autre, et au contraire on mettait même la minorité au pouvoir. C'est ce qui s'est passé au Rwanda, on a mis une minorité au pouvoir. Non mais sur Rwanda, c'est le modèle belge. Mais non, mais c'est le modèle belge qui a été transposé sur un modèle internationaliste et impérialiste. Donc on est toujours dans le même truc. Je suis en train de dire qu'il y avait un pays qui est souverain qui s'appelle l'Ukraine. Il y a des problèmes au Donbass. Il y a une problématique réelle avec Azov, et donc c'est aux Ukrainiens, et on doit mettre aux Ukrainiens pour que ces néo-nazis soient hors d'état de nuire. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui vient mettre des mercenaires, qui vient rajouter une population, qui te dit nous on est russe, on n'est pas ukrainien, c'est comme si demain. Non mais c'est comme si. Elle était là, elle a été déplacée par les Soviétiques. Alors juste pour répondre à ça, c'est important. On est russe, on n'est pas ukrainien. C'est important. Alors attention. Les Russes qui soutiennent par exemple l'Arménie par rapport au Karabakh, je te rappelle que le Karabakh, c'est une population arménienne qui a été déplacée en Azerbaïdjan, qui a raison. Les Européens sont pour les Arméniens qui ont une enclave dans un territoire qui n'est pas le leur. On peut aller loin comme ça. Je pense que non mais moi je pense que c'est quelque chose qui est relativement qui moi sincèrement des fois me scandalise. Ok que Poutine ait lancé une offensive militaire contre l'Ukraine. Effectivement, on a des institutions, on a l'ONU, on aurait dû prendre notre temps pour discuter, même 1 mois, 2 mois, 3 mois, et je pense pas qu'on en serait arrivé là. Moi je le dis, cette guerre-là, comme par hasard on parle, parce qu'il faut toujours parler d'économie, tout le reste c'est que du c'est que là, comme par hasard il y avait le Nord Stream 2 qui allait être mis en route, et Joe Biden avait dit qu'il ne sera jamais allumé avec l'Allemagne. Et ce qui est bizarre, c'est que Poutine, regarde, il y a 1 an, tout le monde disait, il est gentil, ça marche bien, on va travailler avec lui. 6 mois après, ça devient un psychopathe, un malade. Faut être un minimum, je pense, au bout d'un moment sérieux. Je pense qu'effectivement, ce qu'a fait Poutine, on a les institutions, il y a la Chine qui remet, les États-Unis, l'Europe aurait fait du poids. Non. Oui, mais même, on va pas si vite en disant, on fait des sanctions économiques, on arrête RT, on arrête les Russes, on exclut les équipes de foot, on exclut les chanteurs, on enlève les visas. Au bout d'un moment, c'est pas très sérieux. Ça veut dire que quelque part, on a l'impression que tout ça c'est programmé. Voilà, faut arrêter. On n'est pas en train de dire que ce que fait Poutine c'est bien. Et la France rentre dans ce jeu-là. Il sort de l'Ukraine, tout s'arrête. C'est pas aussi simple. Est-ce que tu as entendu les zones le Donbass? Est-ce que tu as entendu la déclaration de la présidente de la Communauté européenne qui a dit faut surtout pas, voilà, Van der Leyen, faut surtout pas qu'on arrête, faut qu'on continue les sanctions. Voilà, donc quelque part il y a aucune volonté effectivement de résoudre ce problème. Et j'ai l'impression il faut. Mais ça ne sortira pas l'Ukraine, ça appartient à la Russie, la partie. La Crimée est russe, tu sais très bien. Le Donbass est peuplé de Russes, tu le sais. C'est pas problème, ça lui
appartient pas. Mais à ce moment-là, si tu parles de ce principe-là, que les Français dégagent d'Alsace et Moselle, puis ça appartient aux Allemands. Si, historiquement, ça appartient aux Allemands. Ouais, mais ça appartient pas aux Français. Alors stop. Oui, c'est terminé pour la bataille. Intéressant. Évidemment, bah oui, mais voilà. Stop. J'ai dit stop. Merci beaucoup. Vous continuez évidemment vos débats sur Twitter, bien sûr, avec la question. Et c'est 21% donc des gens qui sont de ton côté, mon Philippe, pour que la France aide davantage l'Ukraine, et 79% qui sont contre. Voilà. Bah oui, le choix de la démocratie. Je suis un démocrate. Je respecte. Bonne soirée à tous. Et retour demain, évidemment. Merci Gamal, merci Ali, merci Philippe, et à demain avec Nasser Lajili, Farid Tamsamani et Nicolas Janoté. Ciao. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Ciné Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinéparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et dans un instant, l'ami Medjahed arrive sur France Maghreb 2 juste après le journal, puisqu'il est 18h. Bonne soirée à tous et à demain.